Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et dans cet épisode, on va parler d'un sujet qu'on aime beaucoup. Je pense qu'on a parlé de ça depuis 2017 à plusieurs reprises. Et c'est la santé mentale, notre santé mentale. Bonne écoute! Hello Néné, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Quoi de neuf? What's up? Hello, Sangonini. hello. Néné est malade. Non. Néné fait de la fièvre. Néné tousse. J'ai une très chère collègue qui était malade, qui a refusé de mettre un masque. Alors que c'était la seule personne malade. Et je pense que son but était de contaminer la terre entière. Abattre l'ennemi. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais Néné est heureuse. Elle finit son boulot là, maintenant. Néné a trouvé un nouveau travail. Wouhou! Et... Ouais. Je pars, je prends un peu de repos et j'enchaîne après sur un nouveau truc. J'ai eu la chance vraiment, et je sais que c'est une chance de ne pas chercher trop longtemps. C'est une chance, mais le CV a fait son taf aussi. Il faut pas mentir. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'être humble? On est obligé? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais franchement, c'est cool. C'est une fin d'année qui, en tout cas, pour l'instant, s'annonce très bien. Super. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va. Je suis un peu malade aussi, mais bon, moi, je pense que c'est d'autres trucs. Tu sais, j'ai toujours ce même problème dans mon appart. Là, il y a un gros problème d'humidité. Et comme là, on est dans la période très pluvieuse, et ben, je fais les frais. J'en fais les frais. Mais ça aussi, ça va être réglé bientôt. J'ai demandé à mon bailleur de me prendre une peinture anti-moisissure. Et maintenant, il faut que je me tape toute la peinture, en fait. Parce que sinon, ça va être catastrophique. On va encore se faire un hiver où on va avoir à nettoyer de la moisissure ici et là. Franchement, c'est n'importe quoi, ce pays, hein. Je pensais vraiment que c'était un truc... En fait, quand nous, on a vu ce problème de moisissure, on s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est scandaleux. Et puis, j'ai parlé avec des gens et il y en a trop qui te disent, ah oui, mais moi aussi, j'ai ça. Donc, c'est normal, en fait. En Angleterre, les gens, ils vivent dans des maisons pourries. Voilà, en fait, je sais pas si leurs maisons, elles sont faites en bois et que du coup, le bois, il y a tellement d'humidité que ça absorbe tout et que ça reste. Mais franchement, je comprends pas. Et après, on m'a expliqué qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été construites avant certaines normes où... Je vais rentrer dans des détails, je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent, mais tu sais, quand tu fais un mur, il est censé avoir un espace entre les deux murs pour faire l'insulation. Et la plupart des bâtiments, ils ont été construits avant ces normes-là, en fait, ce qui fait que déjà, de 1, ça garde pas la chaleur, et de 2, ça prend l'humidité trop facilement, etc. Donc voilà. Ça, c'est... on parle d'un bourreau qui coûte super cher en plus. Donc c'est la norme. C'est la norme de payer des logements super chers et d'avoir des problèmes de moisissure. Donc c'est grave dégueulasse. Et j'ai tout le temps le nez qui pique et les yeux qui piquent à cause de ça. Donc voilà l'ambiance. Wouhou! Vive l'Angleterre. Yeah! Mais on va pas se laisser abattre, je te jure. Je me suis dit, à chaque problème, il y a une solution. C'est juste que des fois, la solution, elle prend du temps. Mais à chaque problème, il y a une solution. On est là, on avance. C'est ça. Voilà. Tu bois quoi aujourd'hui? Néné? Petit clin d'œil. Je bois un thé Clipper et pour de vrai, un thé vert jasmin pêche organique. C'est une infusion que j'ai agrémentée d'un peu de miel pour que j'ai la voix un peu plus douce parce que sinon vous allez entendre mes bronches dans cet épisode. Hey. Voilà. T'achètes le thé Clipper. Est-ce que vous entendez cette riche? Est-ce que vous entendez cette femme riche qui achète les boîtes de thé à 5,45€ la boîte? Dans la France de Macron. Je te jure. Dans la France de Macron. Mais toi, tu bois quoi? Moi, je bois une infusion peppermint. Donc, menthe poivrée, c'est ça? Ouais, une infusion menthe poivrée. C'est vraiment le truc qu'il me faut en ce moment. De toute façon, je prends pas... J'évite de prendre du thé. Je prends plutôt des infusions. Donc là, c'est l'infusion menthe poivrée, premier prix. Il n'y a pas de marque. Voilà. Mais ça, j'aime beaucoup en Angleterre, les infusions menthe poivrée. Et je trouve qu'en France, on en trouve moins facilement. Ouais. Ou alors, je sais pas bien chercher, tu vois, mais j'ai l'impression que quand je viens au UK, partout, t'en as plein. T'as plein de versions différentes.
Et c'est vrai qu'en fin de journée, comme ça, là, avec l'automne et tout, une petite menthe poivrée, t'es là. Ça fait du bien, ouais. Ouais, c'est vraiment le temps parfait. Mais tu vois, c'est les spécificités d'un pays parce que quand tu vas aller au rayon thé, ici, il y aura beaucoup de choix. Mais par exemple, Ouais. j'ai remarqué que moi, je pensais que c'était comme ça partout, mais quand je vais au rayon yaourt ici, il y a quasiment rien. Alors qu'en France, un rayon Oui. yaourt, c'est un rayon yaourt. Ouais, c'est vrai. Ça peut faire vraiment Il y en a 2 pour tous les rangées goûts, toutes les complètes. formes. T'as tous les yaourts, les danettes, les crèmes, enfin, il y en a des tonnes. Et ici, c'est pas du tout Ouais. leur truc, quoi. Donc, ouais, chacun ses spécificités. Mais tu sais, une fois, je suis partie dans un... On a fait un salon de thé avec les filles, une fois, et ils m'ont servi une menthe poivrée. Et je te jure que quand j'ai bu ça, j'ai dit, en fait, j'avais jamais bu une infusion menthe poivrée. Là, c'était une vraie infusion. Tu sais, quand tu bois un thé qui est Oh, tellement bon, t'as pas besoin de mettre de sucre ou de miel ou quoi. Et j'ai bu le truc, j'ai ah dit, oui. waouh, c'est donc ça! Ah oui, mais tu sais, moi, de toute façon, je mets même pas de sucre dans mon thé maintenant. Ça fait Ouais. longtemps que je mets plus de sucre dans le thé. Je mets du miel là en ce moment parce que les conditions météorologiques font Mhm. que. Ouais. Et aussi parce que ma grand-mère disait toujours que les enfants qui buvaient du miel étaient des enfants intelligents. Oui, Donc dès qu'on peut mettre du miel, manger du miel, on en met un peu partout. pour la Euh, réputation. Pour la réputation. Elle Ouais. dit, moi, mes enfants, ils sont intelligents parce qu'ils ont bu du miel. Ils ont mangé du miel. Ouais. Donc, depuis la naissance, et t'as tous les médecins qui te disent non, faut pas donner du miel aux enfants, etc. Et je n'encourage pas ça parce que je veux pas avoir des problèmes avec les parents qui nous écoutent. Mais nous, en tout cas, chez nous, on a toujours eu une petite cuillère de miel. Ouais, mais tu vois, après ça, c'est des trucs aussi. T'es en Occident, les médecins de l'Occident, ils vont dire oui, tu peux pas prendre le miel parce que bah, peut-être que le miel, de la manière dont il est fait ici, enfin, les réglementations, elles sont Oui, différentes. oui, oui. Là, on te parle d'un miel qui est bio, qui vient d'une seule Organique. ruche, etc. Enfin, oui, c'est complètement. Ouais, ouais. Enfin, je pense que ça fait la différence aussi. Mais ouais, Ouais. t'as raison, je le recommanderais pas. En tout cas, depuis que j'avais bu le thé là dans ce salon, j'ai acheté toutes les marques d'infusion. De menthe poivrée. J'ai tout acheté, ça n'a jamais été pareil. Je me demandais peut-être qu'il faut que je mette 2 sachets dans ma tasse, je sais pas, peut-être que c'est ça. J'ai tout essayé, j'ai Peut-être. acheté les marques à 5 € la boîte, à 2 €, à 90 centimes. J'ai jamais retrouvé la même saveur là. C'était tellement intense. Je Mais retrouverai un c'était jour. pas de la menthe poivrée fraîche? Non, non, parce qu'il y avait des sachets en fait dans le fond de la théière qui m'ont Ah, servi, mais je sais pas. Franchement, je sais pas c'est quoi. c'était Il quoi faut que la je les marque? C'était contacte un seulement en secret. fait. Ouais, voilà. Il faut que je les contacte. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Mais ça nous fait du bien parce que ça réchauffe le cœur. Oui, juste l'odeur. Des fois, je vais juste Mm. humer, tu vois, les premières vapeurs qui sortent. Je te jure, j'ai l'impression Mm. que ça libère ma tête. C'est comme si ça rafraîchissait mon Non, mais je cerveau et la comprends. migraine, elle s'en va. C'est incroyable. Ah oui, je Ouais. comprends. Mais voilà, donc comme on disait dans l'intro, on va parler de santé mentale dans cet épisode. Et je pense que ça va être très intéressant parce qu'on est dans une ère où on est surstimulé. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de Mhm. choses à dire sur le fait d'avoir un mental d'acier, un mental sain, euh, dans différents aspects, que ce soit la vie familiale, la vie professionnelle, juste le moi intérieur aussi. Il y a beaucoup de choses qui jouent et qui impactent sur cette santé mentale. Donc c'est parti, lançons-nous, lançons-nous. Lançons-nous. Oui, je me rappelle que ça faisait partie des sujets, vraiment les premiers sujets dont on voulait parler quand on a commencé le podcast. Parce qu'on se disait, oui, c'était vraiment l'ère, tu sais, 2010, autour de 2017, c'était très l'ère self-care et tout. On découvrait ça et il y avait vraiment Mhm. ce côté de, il faut en parler aux personnes noires. Elles se rendent pas compte à quel point c'est important de prendre soin de sa personne à l'extérieur et à l'intérieur, etc. Et Mhm. je pense qu'on a quand même pas mal évolué en 8 ans, en 8 années. Je pense que maintenant, quand tu parles de santé mentale, il y a beaucoup moins de tabous, même s'il y en a encore énormément. Mais en tout cas, pour notre Ouais. génération, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup plus d'efforts d'en parler, de mettre en place certaines actions, certaines routines aussi pour en prendre soin, et qui n'hésitent pas aussi à dire ouvertement qu'elles ont recours, ben, je sais pas, à la thérapie, à des traitements aussi pour remédier à des problèmes de santé mentale. Donc vraiment, je commence sur une note positive. Félicitations à nous. On a quand même pas Félicitations. mal avancé sur ce sujet, mais c'est vrai il y a encore certaines limites. La première question que j'aurais envie de te poser, c'est Mhm. sur quel aspect est-ce que tu sens que, t'as- que ton mental en fait est facilement attaqué? Genre Ma ce paix serait quoi intérieure. Ouais.
Vraiment, ma paix, ma tranquillité. Ce que j'ai... Depuis qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, j'ai remarqué que, en fait, pour ma part, parfois, pour certaines personnes, il est difficile de comprendre que tu n'as pas envie d'inviter tout le monde chez toi. Mhm. Et c'est très challengeant pour certaines personnes d'accepter ça. Le fait que ta maison... Parce que je sais pas si c'est culturel, mais je vais partir du principe que c'est culturel. C'est qu'on est une famille. Les enfants des enfants de mes amis sont mes enfants, etc. Donc tout le monde est extrêmement interconnecté. On se base beaucoup sur le village et en se basant beaucoup sur ce village-là, on estime que tout le monde a le droit d'eux. Et tout le monde a l'autorisation d'eux. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Exemple bête, j'ai grandi dans une maison où la porte était toujours ouverte. Donc il y avait mes parents, mes frères, moi. Mais on faisait jamais à manger juste pour nous. Tu vois, moi, la première grosse différence culturelle que j'ai sentie avec d'autres amis à moi qui étaient français, caucasiens, etc., c'est que quand on passait à table, s'il y avait 5 personnes à table, on faisait 5 morceaux. Pour chacun à son morceau. Oui, Il n'y avait pas de reste, il y avait machin, tu vois. Ouais, j'ai ce souvenir aussi. Chez nous, tu fais à manger minimum pour 10. Parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un vient. Mais tu te dis, mais comment ça, on ne sait jamais? Peut-être que quelqu'un va appeler pour te dire que je vais... Non, on ne sait jamais. Le nombre de fois où on a des tontons qui ont débarqué en pleine nuit, toi, t'es parti te coucher, vous étiez entre vous, tu te réveilles le matin, il y a quelqu'un qui dort dans le salon. T'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment, en fait, ça s'est passé? Et donc, du coup, c'est vrai que comme moi, par exemple, j'ai pris mon premier appartement, j'avais directement dit à mes parents, en fait, je veux pas que tout le monde arrive chez moi. Vous connaissez mon adresse, mes frères connaissent mon adresse, mes amis proches connaissent mon adresse, mais j'ai pas besoin que toute la smala connaisse mon adresse, parce que sinon, ça va devenir un défilé de mode. Genre, ah oui, j'étais juste en bas, j'étais partie là, je veux monter vite fait boire un thé, etc. Donc moi, ça m'intéressait pas. C'est vrai, il n'y a pas y a pas cette idée de mon adresse, mon habitat, c'est mon cocon. C'est vraiment, en fait, nous, on fonctionne comme chaque adresse, c'est un hub. Tu vois, t'as rendez-vous quelque part, tu dis, tu sais quoi, si t'as fini avant, attends-moi chez un tel. Comme si c'était normal. C'est vraiment ça. Ah, mais mon train est dans 1 heure, ma fille habite ici, bon, je vais monter, et puis machin, peu importe ce que toi t'avais prévu de faire, peut-être t'as envie de rien faire, recevoir personne. Et ça, c'est le premier truc que moi j'ai remarqué, parce qu'en invitant tout le monde chez soi, t'invites aussi les problèmes de tout le monde chez toi. Ouais. Tout le monde ne vient pas seulement en te disant « Ah, je suis trop heureuse, j'ai envie de faire ci, je suis contente de te voir, machin, etc. » Non, parfois, les gens, ils en profitent et ça va commencer « Ah oui, mais tu te souviens, tantine Intel, elle avait fait ça. Et puis après, son enfant, il avait fait ça. Et donc, du coup, et t'amènes toute cette énergie-là chez toi. Et pour moi, parfois, ça peut perturber un peu ta paix intérieure. Et c'est ça le premier truc où moi, je me suis dit, en fait, c'est là où pour ma santé mentale, le fait de ne pas avoir toutes ces visites intempestives et ces énergies intempestives qui viennent avec, quoi. Parce que du coup, tu sais, parfois, toi, t'es tranquille chez toi, il y a quelqu'un qui va venir te voir, t'avais pas prévu ça, ça va t'agacer parce que, je sais pas, t'as pas rangé chez toi, tu t'es dit que t'avais le temps, mais finalement, il y a quelqu'un... Tu vois, ça commence déjà à te... Comment dire, à secouer tes plumes. Ben oui. Là, tu te dis, ah, c'était pas l'énergie que j'avais envie, donc... Tu commences à regarder ta montre et tout, tu commences à taper du pied, enfin, oui, non. Ouais. Bon, ce train, il est vraiment à 17h ou c'était un train de 17h de 19h? Parce qu'il faut me dire, voilà. En fait. Donc, non, ça, je comprends. Ouais, je pense que c'est le truc, le premier truc, quoi. Moi, je pense que le premier point, en tout cas, le point principal, c'est vraiment... c'est le noyau familial. J'ai l'impression que... Tu sais, l'expression « too close to home », quand il s'agit de sujets qui touchent à la famille, etc., ben, j'ai l'impression que je suis trop fragile. On va commencer à discuter de certains points, ou juste d'une personne, ou je vais avoir une conversation avec un membre de ma famille, etc., et j'ai l'impression que tout va prendre une place beaucoup plus importante qu'elle ne devrait. Après, ça reste ma famille, hein, c'est normal qu'elle prenne une place importante, mais il y a certains sujets, vraiment, ça va occuper tout mon espace. Et je pense que vraiment, le truc sur lequel je travaille, c'est le fait de penser sans cesse. Et à un point où, après, je pense que j'ai quand même pas mal évolué, parce qu'il y a 10 ans, j'étais persuadée que tout le monde fonctionnait comme ça, déjà. Tu vois, tellement on parle pas de ce qui se passe dans nos têtes. Moi, je savais qu'à la seconde où j'ouvrais les yeux, quand je dis que j'étais inondée par un flot de pensées, j'étais vraiment inondée.
Genre, il se passait un milliard de choses dans ma tête. À la seconde où j'ouvre les yeux, ma journée, elle s'est déjà déroulée, en fait, dans ma tête. Ma journée, elle s'est déroulée, la semaine suivante, le trimestre suivant, et puis tous les trucs dont on a déjà parlé, à un moment donné, dont quelqu'un m'a parlé, ils sont déjà en train de défiler dans ma tête. Et vraiment, moi, je pensais que c'était normal, etc. Et quand j'ai commencé la thérapie et que j'ai commencé à parler de ça, etc., avec un professionnel, en effet, ils m'ont confirmé que, ben non, en fait, c'est pas normal, ça c'est un gros problème d'anxiété, etc., sur lequel il faut travailler. Et, et j'avoue que quand tu cherches la source de l'anxiété, ben, la plupart du temps, c'est la famille. Et ça va être soit la famille que j'ai créée avec mon mari, ou alors ça va être la famille élargie. Donc les membres de ma famille ou les membres de sa famille, etc. Et quand il va avoir des soucis, tu vas le sentir vraiment au fond de ta chair. J'oublierai jamais. Au fond de ton être. Ouais, je te jure. C'est vraiment, franchement, des fois tu le découvres toi-même, tu te vois. J'ai l'impression qu'il y a des moments où tu te vois de l'extérieur et tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'affectent. En fait, tu te rends pas compte à quel point c'est dur. Je me rappelle, on en avait parlé une fois. Il y avait quelqu'un dans notre famille en fait qui était en instance de divorce. Et on a eu une conversation, groupée avec cette personne et tout, c'était super intense, etc. Et en fait, quand on était en train de faire l'appel, moi j'étais à côté de mon mari, on était en haut-parleur, et mon mari me regardait genre, pourquoi tu trembles comme ça? Je te jure, il me regardait genre, pourquoi tu trembles? En mode vibreur. Tu sais, genre il me tenait le bras, genre en se disant, si je tiens son bras, peut-être elle va arrêter, je sais pas. Ouais. Et quand on a fini l'appel, il m'a regardé genre, mais je pensais pas que ça t'affectait autant. Je lui ai dit, je te jure que moi-même, je découvre. À l'instant même, je découvre aussi. Je me disais, putain, je pensais pas que c'était comme ça. Et je l'ai senti dans ma chair. Je me suis dit, purée, il y a vraiment des trucs, en fait, quand il s'agit de la famille, en fait, les répercussions, elles se décuplent dans ma tête. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'essaie de travailler parce que, malheureusement, en fait, je me dis que le meilleur moyen d'y remédier en dehors de la thérapie, c'est parfois aussi de prendre beaucoup de distance, beaucoup de recul face à certaines situations, parce que elles font plus de mal que de bien. Où j'ai conscience que parfois je réfléchis énormément à quelque chose et c'est ma manière de dire mais c'est parce que je tiens à ces gens, d'accord, c'est normal. Alors qu'en fait, le fait de tenir à ces gens et de surréfléchir à des situations, ça règle aucun problème. Ça fait que me faire couler et me mettre dans un état où je suis pas bien. Donc il fallait vraiment que j'apprenne à prendre beaucoup de recul, de distance sur certaines situations. Et j'apprends encore à le faire de manière plus ou moins saine, parce que, tu vois, j'ai pas le temps d'expliquer à chaque fois à chaque personne, non, en fait, je veux pas discuter de telle situation, parce que si je commence à en discuter maintenant, dans ma tête, ça va être en boucle pendant 6 mois, et j'ai pas envie de me retrouver dans cet état-là. Et la personne en face, elle va juste se dire, putain, Ndaï, elle en a rien à foutre, il se passe quand même ça dans notre famille, j'arrive pas à y croire, elle veut même pas en parler, non mais c'est abusé. Et tout. Donc j'essaie vraiment de travailler sur ce point-là. Et il y a un autre truc aussi qui m'a pas mal, j'ai envie de dire, ça m'a quand même changé, je pense, c'est que moi je suis une personne où j'aime pas creuser en fait dans la vie des gens. J'aime pas creuser sur le pourquoi du comment. Et mon mari, c'est tout l'opposé. Mais quand je dis tout l'opposé, c'est abusé. Donc même si moi je veux lui parler d'un problème en surface, lui va me dire, oui, mais pourquoi ? Est-ce que cette personne, elle a fait ça ? Est-ce que cette personne, elle a commencé là-bas ? Et est-ce que quand elle est arrivée là, il lui est arrivé telle péripétie, etc. Il a besoin de comprendre, genre, jusqu'à la source des trucs. Et du coup, ça a déteint sur moi. Il y a certaines situations où j'avais besoin de creuser et de demander tout le temps pourquoi, comme un enfant de 3 ans. Et à force de demander pourquoi, en fait, t'as des réponses. Et des fois, les réponses, t'as pas envie de les avoir. T'avais pas forcément besoin de les avoir. Tu te retrouves face à des réponses qui te chamboulent, etc. Donc vraiment, moi, vraiment, c'est le poste numéro 1 qui vraiment chamboule ma santé mentale, c'est la famille. Et en plus, on est des Africains, donc je sais que la majorité, on a des très très grandes familles. Et c'est vraiment le truc sur lequel je fais énormément d'efforts pour prendre du recul. Après, il y a aussi une chose que j'ai réalisée, comme tu disais, en fait, nous, comment on est élevés, tout le monde, on a l'impression que de la manière occidentale de voir la famille, c'est le couple et les enfants, c'est la priorité.
Et après, il y a des cousins éloignés, des machins, des amis, etc. Alors que nous, on a l'impression que tout le monde est sur le même socle. Que ce soit frère, sœur, cousin, cousin germain, cousin éloigné, etc. Vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Ce qui fait que il y a ce truc où en fait j'ai l'impression qu'il y avait une attente que tu sois en bon terme avec tout le monde, que tu connaisses tout le monde. Et je te jure, quand je me suis mariée, je me suis dit, mais ma tête, elle va exploser, c'est pas possible. J'avais déjà 700 cousins, cousines. Tu veux que j'en rajoute... Maintenant, tu veux que je fasse x2 Je me disais, mais je vais jamais y arriver, en fait. Ma tête, elle va imploser. Mais vraiment, ça m'angoissait, tu vois. Genre, je rentrais dans une famille, on me disait, mais maintenant, il faut que tu rencontres tantine un tel, tonton un tel, et puis les enfants, c'est machin. Et genre, quand j'oubliais un nom, je me disais, oh mon Dieu, ils vont me détester, j'ai oublié quelqu'un, etc. Et tu te rends compte que... Non, mais vraiment, je me disais, on va me détester, on va me renier, ils vont dire, mais c'est quel genre d'épouse, elle ne nous connaît même pas, etc. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'ai travaillé fort, parce que je sais que mon mari, c'est tout le contraire, il a envie d'être en contact avec tout le monde, du moins il essaye. Et j'essayais de lui faire comprendre que, en fait, à notre échelle, c'est impossible. C'est juste impossible. Il y a beaucoup de gens que je vais connaître de noms, de visages, etc. dans ma famille, mais on ne peut pas tous avoir une relation aussi intime. C'est juste humainement impossible. Tu vois, parce que je m'en voulais, en fait, quand, par exemple, je me suis installée en Angleterre, et ben, je me disais, oui, je m'installe en Angleterre, certes, mais je suis pas seule, j'ai beaucoup de familles ici. Et au final, depuis que je me suis installée, j'ai peut-être vu un cinquième de la famille qui est installée ici. En plusieurs années, il y a beaucoup de gens à qui j'ai toujours pas rendu visite, etc. Et je me dis, en fait, il faut vraiment que j'apprenne à prendre du recul, il faut que je me calme. Dans ma tête, c'était vraiment un manquement, tu vois. Un manquement condamnable, punissable par la loi des familles, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste inhumain, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible d'être en bon... déjà juste en bonne entente avec tout le monde, mais en plus de maintenir le lien avec chaque personne et savoir exactement ce qui se passe dans leur vie, quel enfant, à quel âge, il est né à quel moment, etc. Enfin, c'est juste pas possible. Et donc je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Et maintenant, en fait, je me rends compte que c'est super bénéfique parce que maintenant, les relations où je sens vraiment que j'ai des atomes crochus, et bien là, je peux m'investir pleinement et vraiment développer des relations saines et des relations qui vont être durables, en fait, et qui vont pas être juste liées à l'ADN. Et ça, c'est vraiment un truc, je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai certaines cousines, dans des moments difficiles, c'est vraiment des personnes, je peux les appeler, je peux pleurnicher et dire non mais vraiment Yaya, j'ai besoin de ton aide parce que je comprends pas ça, et elle va être capable de t'apporter tout le réconfort, etc. Et je me dis pourquoi est-ce que je vais m'embêter à disperser cet amour auprès de 75 000 cousines alors que j'en ai une ici. Je sais que quand j'ai besoin d'elle ou quand elle a besoin de moi, on répond toujours à l'appel. C'est encore mieux. Alors que t'as d'autres cousines, on les connaît, celles qui vont te dire « Mais comment ça ? Tu t'es installée là-bas et tu nous as pas dit, mais c'est inadmissible, dans nos traditions, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. » Et quand tu vas lui demander ouais, comment il s'appelle mon premier enfant ? Donne-moi juste le prénom de mon premier enfant. Elle va commencer à bégayer. Donc, ça c'était vraiment le truc... En fait, c'est le truc auquel j'ai pensé quand j'y réfléchissais, c'est que en t'écoutant et en ayant parlé avec plein de gens, et c'est des discussions qu'on a aussi de manière récurrente dans nos vies, pour toutes les personnes que je connais dans mon entourage qui sont de familles africaines, et quand je dis africaine, je parle aussi, vraiment toute l'Afrique, je ne parle pas exclusivement de l'Afrique subsaharienne. Notre famille est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Parce que, et des choses aussi qui jouent sur la santé mentale, quand tu dis cette pression de reconnaître tout le monde, d'être présent pour tout le monde, nous, on nous dit, oui, mais vous avez grandi en Europe, donc vous avez plus de chance par rapport à nous qui sommes restés au pays. Les attentes que tu vas avoir sur ton premier job de devoir renvoyer de l'argent, parce qu'elle dit, oui, mais toi, tu travailles, donc tu peux m'offrir ci, tu peux m'offrir ça. J'ai vu une vidéo d'un mec qui expliquait que, lui, il est ivoirien, il est en France. Dès qu'il peut, tu vois, il aide un peu la famille au pays. T'as besoin de 50, t'as besoin de 100. Enfin, tu vois, en fonction de ses petits moyens, il envoie de l'argent. Et là, il y a un de ses cousins qui lui écrit en lui disant, franchement, c'est la galère, tout ça. En plus, là, avec les élections, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de tal, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent
Ah ouais, ok, t'as besoin de... Bah ouais, carrément, dis-moi, t'as besoin de combien, je vois ce que je peux faire. Le mec lui a demandé 200 000 euros. Comme si on te demande 10 euros. Mais tu te fous de moi? Mais vraiment, Tu genre, te fous de moi? 200 200 000 000? euros. Pas, 200 000 pas euros. 200 Et 000 francs franchement, CFA, pas 200 000 non, pesos, pas 200 000 roubles. 200 000. non, 200 000 euros. Et en fait, au début, je me suis dit, j'ai pas bien entendu. Laisse-moi re-regarder, parce que je suis pas sûre de comprendre. 200 000 euros. Moi, Et en fait, je lui demanderais ça... très sérieusement, je lui dirais, vas-y, ok, pas de souci. Alors, j'aurais juste besoin que tu répondes à ce dossier de candidature, puisqu'apparemment, je suis une banque. Laisse-moi t'envoyer le Non, mais... dossier de prêt, et tu vas m'expliquer c'est quoi le projet, sur retour sur investissement sur 5 ans, 10 ans, enfin, 200 000. Et non, mais... Et en fait, quand tu vois des choses qui challengent ta santé mentale, parce que moi, tu m'envoies ce message-là, mais peut-être que je peux vriller, mon cerveau, il va exploser. Peut-être que je peux Parce que t'insulter, franchement. Parce qu'en vrai, et en plus comme chez nous, tout est très codé. Tu parles pas comme ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Dans le carcan des choses que tu as pas le droit de faire, comment tu vas insulter quelqu'un qui vient de te demander 200 000 euros comme si tu lui avais dit « Oh écoute, je suis en train de faire un gâteau, il me manque un peu de sucre, est-ce que t'aurais pas un peu de sucre ?» Voilà. C'est vraiment... Et en fait, je me dis, c'est de la folie, mais j'ai repensé à un truc. Donc mes parents ont une bonne situation. Je suis partie au Congo la première fois à l'époque où les billets, je pense que par tête, on était à 1500 balles par tête. Ils nous ont tous amenés, genre quand j'avais 13-14 ans. Ils ont dit, voilà, on vous parle tout le temps des pays, machin. Ils y allaient une fois par an, chacun à leur tour. On voyait les photos, les vidéos, on écrivait des lettres, etc. Mais ils se sont dit, bon, on prend tous nos enfants. Et on va aller au pays, ils vont rencontrer leurs grands-parents. C'est trop bien. On a été jusqu'à même au village de ma grand-mère, de mes grands-parents maternels. Donc, toute une organisation. Quand j'y repense aujourd'hui, et que moi qui aime voyager et organiser des vacances avec mes enfants, avec mes proches, je me suis dit, mais ces gens-là, ils étaient pas bien là-haut dans leur tête. Parce que vraiment, c'est Quel projet. Un budget. Quel projet. C'est un budget. Et tu peux avoir la meilleure situation que tu veux, mais ça reste un budget et même... émotionnellement l'énergie que ça te prend. Donc, j'y suis allée une première fois et après ça, je suis à l'école, je vais à la fac, etc. etc. Et finalement, je remets pas les pieds au Congo avant 10 ans après. Mais quand je retourne au Congo, c'est pourquoi j'ai eu un job étudiante, j'ai mis mon argent de côté, je me suis dit je vais me payer mon billet toute seule, je vais me payer mes vacances toute seule et tout, j'ai envie de rentrer chez moi. Ce que je fais, je rentre chez moi. Entre-temps, j'ai un de mes grands-parents, mon grand-père qui est décédé. Donc, il me reste 2 grands-mères, un autre grand-père. Je me suis dit, je voudrais faire un moment avec mes grands-parents. Essayer d'aller voir un petit peu tout le monde. Enfin, tu sais, tu t'organises, tu fais des trucs, etc. Ça a challengé ce voyage, a challengé toute ma santé mentale. Et tous les voyages qui ont suivi ont challengé toute ma santé mentale. Parce qu'il y a tellement de codes. Waouh, ouais. Il y a tellement de... oui, tu dois aller chez tonton un tel. Oui, mais il faut que tu fasses comme ci. Il faut que tu fasses comme ça. Mais tu peux pas y aller les mains vides. Il faut que tu amènes ceci. Il faut que tu fasses ça. Mais aussi, il a son enfant. Et toutes les personnes que tu trouves là-bas, que tu ne connais même pas. Je me suis retrouvée à offrir des cadeaux aux voisins de mon oncle. Parce que c'est un ami à lui dont il est très proche. Et comme quand je suis venue lui rendre visite, le mec, il était là. Il était là. Il avait le droit à un cadeau. Mes yeux ont vu. Donc maintenant, je vais rentrer avec quelque chose. C'est magnifique. Je peux pas partir comme ça. Et alors, il y a 2 moments spécifiquement où je me suis dit, en fait là, mettez-moi à Sainte-Anne. Parce que ça ne fait aucun sens. Je vais voir ma grand-mère dans sa maison. Elle est avec mes cousins que je connais pas très bien, mais je sais que ce sont mes cousins. Donc on parle et tout, je me dis c'est l'occasion, tu vois, on passe l'après-midi ensemble, je parle un peu avec ma grand-mère, elle nous explique 2-3 petites choses, j'ai ramené des petits cadeaux pour ma grand-mère. Bon, jusqu'ici rien d'anormal. Au moment de repartir, donc ma grand-mère, sa maison était sur un petit chemin où les voitures n'atteignaient pas, donc il fallait laisser la voiture à un endroit et remonter 5 minutes à pied pour arriver dans la maison de ma grand-mère. On finit sur le chemin de retour. Moi, j'ai pris quelques photos avec ma grand-mère et tout, parce qu'en plus, elle a sa maison un peu sur les collines. Donc, tu vois un peu une très jolie vue avec des arbres et tout. Un peu, tu vois, comme si elle vivait dans un bosquet. C'était très joli, très mignon, entouré des arbres et tout. Je fais des petites photos, des petites vidéos. À l'époque, j'avais un iPhone 5S. Voilà le téléphone que j'avais.
Je pars. Tuc, 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 tuc. On prend nos petites jambes avec ma mère. Et mon cousin dit, on va vous raccompagner. Nanana, nanana, tout. Et mon cousin et moi, on a à peu près le même âge. Mhm. Et en fait, sur le chemin, il me susurre à l'oreille, parce que c'est littéralement ce qu'il a fait. Iou. Quand tu vas partir, ton téléphone là, laisse-le. Là, je me suis dit, ok. c'est-à-dire. Je la regarde. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, non, mais parce que quand toi tu vas rentrer là à Paris, tu vas reprendre un téléphone. Donc, comme si les téléphones, il y avait des distributeurs de téléphones et que tu payais ça genre 2 €. Ouais, voilà. Et puis, il me dit, oui, ou sinon, tonton va t'en acheter un. Je lui dis, ben non, parce que ce téléphone-là, c'est moi qui l'ai payé avec mon argent, donc non, il va pas m'en racheter un. Moi, je travaille, et c'est comme ça que je me paye mes choses. Ah non, mais parce que là, t'es venu, c'est parce que ton père a payé. Mais non, pas du tout, c'est moi, j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai économisé avec mes petits jobs étudiants pour pouvoir venir. Mhm. Ah bon? Ah d'accord, mais non, mais je pense que c'est tonton qui a payé. Et là, tu commences à avoir un dialogue de sourds, et tu te dis, mais en fait, Ouais, qu'est-ce qui n'est pas franchement. compréhensible de ce que je suis en train de dire. Et après, je me suis dit, on va essayer de faire un compromis, etc. Parce qu'on nous apprend le respect. C'est quand même mon yaya, même s'il a quelques mois de plus que moi, le respect, tu comprends. Je lui dis, tu sais quoi? Dans ton petit boulot et tout, parce qu'il était coiffeur, je lui dis, dans ton petit boulot, essaye d'économiser 50 balles. Si t'arrives à 50 balles, et ben moi je paye la différence et je te paye le téléphone. Je lui dis franchement, voilà. Il m'a dit, ah ok, d'accord, on va faire ça. C'était en 2006. Nous sommes aujourd'hui en 2025. T'es une gamine. Voilà. T'attendais encore? Non mais, en fait, à un moment donné, moi j'ai tourné la page. Et je dis pas ça parce que j'ai besoin de l'afficher ou quoi aux caisses. Mhm. C'est de... En fait, la même sueur de ton front avec laquelle tu le travailles, c'est pareil pour moi. Ouais. Oui, j'ai des conditions qui sont peut-être plus avantageuses. J'ai un départ qui est plus avantageux. Mais ça reste que j'ai aussi des charges. J'ai aussi des choses que j'ai à payer. J'ai aussi des choses pour lesquelles j'ai envie de me faire plaisir. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte assez de ça. Parce que tu te dis, oui, mais elle gagne très bien sa vie. Moi, je n'arriverai pas à me dire que parce que tu gagnes 10 000 € par mois, je peux venir te demander 5 000 €. Franchement. Parce que je connais pas ton niveau de charge. Je ne sais pas ce que tu fais avec Aucune ton idée. argent, je ne sais pas ce dans quoi tu as engagé. Donc je peux pas commencer à me faire des plans sur la comète en me disant, oui, mais de toute façon, un tel gagne 10 000 € par mois, si je lui demande 5 000, c'est rien. Alors effectivement, ça peut être rien, mais vu comment nos familles fonctionnent, surtout dans les familles africaines, ton argent, c'est jamais vraiment ton argent. Mais j'aime Il y a, beaucoup ce que tu dis parce que tu viens de me faire réaliser que là, c'est une règle que j'ai appliquée. C'est qu'en fait, je peux plus me donner des nœuds au cerveau pour une personne qui va être incapable de considérer que je peux avoir des nœuds au cerveau. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu vois, là, comme tu parles de la personne, genre, elle s'attend à ce que tu lui donnes tout ça. Dans sa tête, c'est inconcevable que toi, tu puisses avoir des problèmes, que tu puisses avoir des deadlines, etc. Dans sa tête, il n'y a même pas ça. Donc pourquoi moi, je vais te c'est pas son considérer? problème. On va se Non, mais mettre au même niveau. En fait, c'est vraiment ça. Et il y a aussi beaucoup de stress mental dans les familles africaines parce que tout le monde fait des calculs sur ton argent. Le nombre de vidéos qu'on peut trouver d'enfants qui commencent à avoir un travail et qui vivent encore chez leurs parents et leurs parents leur demandent sur un job d'alternant où ils gagnent peut-être 800 €, ils leur demandent 600 € de loyer. Tu te dis, mais si ça, c'est pas de la folie, parce que la façon... Et c'est pour ça que je vous dis que dans ces soucis de santé mentale, notre famille est à la fois notre force et notre plus grosse faiblesse. Parce que si c'est pas en famille où vous êtes censé vous aider, que les parents aient envie de donner une certaine responsabilité financière aux enfants pour leur faire comprendre que oui, là tu es chez nous, il y a des charges à payer, il y a des machins, etc. Mais faites un peu un prorata. Ne commencez pas à se dire, bon oui, mais de toute façon, lui, il vit dans ma maison, il mange ma nourriture, il utilise mon électricité, il truque mon eau, donc il n'a pas besoin de son argent. Non, tu vois, tu peux aussi dire, bon bah en fait, cet argent qu'il gagne, ça peut lui permettre de mettre on va essayer de l'aider à mettre un maximum de côté pour qu'il puisse acheter quelque chose, qu'il puisse faire les voyages qu'il a envie de faire. Enfin, ça, c'est des choses qui sont pas toujours intégrées dans toutes les familles et ça peut prendre du temps aussi, mais ça peut te causer un niveau de stress mental tellement important parce que tu te dis, mais
on est censé m'aider, on est censé s'entraider, on est censé se soutenir, mais là, ça devient quelque chose, on fait la guerre. Et ça crée des rifts dans les familles, ou de pas respecter les limites de machin. Toi, c'est ton ami. Moi, ça m'est arrivé avec mes parents. Il y a des gens que eux, ils considèrent ce sont leurs amis. Moi, en tant qu'adulte, j'ai vu leurs agissements, et je me suis dit, dans ma vie, ces personnes-là, j'ai pas besoin de les avoir. Et ben, on va me dire, oui, mais quand même, c'est mon ami, tu dois être... non, je dois pas. Non, tu dois pas. C'est ton ami, donc moi, je vais pas interférer dans votre relation. Je vais pas t'interdire d'avoir cette relation ou te dire que tu devrais pas l'avoir, mais tu peux pas me l'imposer. Et en plus, ce que tu dis, ce qui est le plus fou dans tout ça, hein, c'est que jusque outre-tombe, ça continue ces histoires. Moi, c'est vraiment le truc qui me... Ah, mais oui. Ça me rend malade, parce que je me dis vraiment, en fait, comme on l'a dit, il y a une certaine étiquette à avoir dans nos familles, dans la manière dont tu t'adresses à des aînés, dans la manière dont tu vas t'adresser aux amis de tes parents, aux frères et sœurs, etc. Mais à partir du moment où on va arriver aux enterrements, au deuil, etc., vous pouvez être sûr et certain que si quelqu'un me manque de respect à ce moment-là, je vais tout envoyer valser. Tout va disparaître, mais vraiment, tout va disparaître. C'est vraiment le seul truc sur lequel je me dis, c'est là que vous pourriez me faire péter les plombs. Dans d'autres situations, je peux toujours mordre l'intérieur de mes joues et me dire non, ça va aller, je vais gérer, etc. Mais à ce stade-là, si on arrive outre-tombe et vous commencez encore à me donner des migraines sur un membre de ma famille, mais je vais péter les plombs. C'est de la folie que ce soit aussi fréquent. En fait, de se dire que dans nos familles, quand quelqu'un décède, ça peut pas être un moment de recueillement, un moment où on célèbre les bons moments, etc. Non, c'est tout de suite un moment où tu sais qu'il va avoir discorde sur discorde, il va avoir des batailles sur des trucs inutiles. Je te rappelle les vidéos qu'on avait vues sur TikTok et sur Instagram, des gens qui disaient ils vont visiter genre un truc qui ressemble à un bidonville, une vieille case, et ils disent voilà la maison pour laquelle ma famille se dispute depuis 3 générations. C'est vraiment des trucs, ça te... Et en fait, ouais, quand on parle de santé mentale, c'est définitivement ça. Moi, quand j'arrive à un stade où je vois mes parents qui portent un fardeau, genre tu le vois à leur visage, tu le vois à leur comportement, qu'il y a un poids au niveau de leur mental, en fait, qui n'arrive pas à alléger. Et toi, t'es obligé d'être spectateur. Tu peux rien faire pour alléger ce poids-là parce que ta position fait que tu n'es pas en mesure d'intervenir dans ces choses-là, etc. Ben bien sûr que toi aussi, tu te mets à porter ce poids, en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations, comme tu dis, même si les parents ils disent « Ouais, mais un tel, c'est mon ami, etc. » C'est pas mon ami, moi. Moi, le seul souvenir que je garde, c'est que cette personne, le jour où moi, j'avais besoin d'un parent présent, elle m'a enlevé ça parce qu'elle te créait des problèmes, elle te rajoutait des soucis ici et là. Et là, je dis un ami, mais des fois, c'est même pas un ami. Des fois, ça va être ton propre frère ou ça va être les parents de tes parents, etc. Donc vraiment, il y a ce truc où tu te dis, oui, ok, les liens de famille, c'est important de respecter certaines personnes, etc. Mais quand tu fais le calcul de ce qu'elles ont amené dans ta vie, si c'est négatif, faut aller se faire foutre, en fait, à un moment donné. Mais le truc, c'est que tout est tellement encodé. Moi, je me souviens, le décès le plus récent que j'ai vécu, c'est le décès de ma grand-mère maternelle. Il y a certaines personnes, tu te dis, mais en fait, tu viens pour me rajouter de la peine. Ouais. Tu viens pas pour m'aider. Je sais pas... Je sais que on nous a montré plein de choses. On nous a dit, tu sais... tu vois, j'y repense, par exemple. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont des enfants maintenant. Et que moi, je me rends compte que je répète ce que j'ai vu ma mère et certaines de mes tantes faire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un enfant, bah, tu viens, tu ramènes des couches, tu fais à manger, tu prends les grands pour aller les emmener faire... En fait, tu proposes une aide de façon à soulager les parents. Ça, c'est ce que j'ai vu en grandissant et je me trouve aujourd'hui à répéter le même schéma. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu accouches, tu peux avoir un baby blues, tu peux avoir un postpartum, tu peux faire une grosse dépression entre le changement de ton corps, le changement de ta vie, la chute hormonale, etc. Ça crée beaucoup de choses, tu vois. Et ça, nous, on n'en parle pas. Mais tu vas voir les mamans qui vont se relayer, parfois chez une tantine, qui vient d'avoir un enfant. Tu te dis, ah, mais tout le temps, vous allez apporter à manger à cette tantine, etc., etc. Je dis, mais c'est aussi leur façon de soutenir mentalement leur ami, d'aller faire le ménage,
d'aller faire la lessive, de préparer à manger. En fait, c'est parce que t'es tellement dans un brouillard. Et pour en parler aujourd'hui avec des amis, des cousines, des trucs qui ont des enfants, elles te disent, mais je n'ai pas le temps, je suis désolée, mon cerveau là, c'est du gruyère. Je ne peux rien faire, je ne peux rien penser. Et on fait... Et tu te dis, mais oui, en fait. Parce qu'en fait, t'as tellement de changements. Regarde, juste quand tu prends du poids, que t'as toujours été d'une certaine façon, tu prends du poids, le fait que tu n'arrives pas à t'approprier ton corps, tu te sens pas bien, etc., etc. Tout ça, ça joue sur ton mental. Imagine après avoir donné la vie à un enfant. Ou parfois même le fait de perdre beaucoup de poids. Parfois même le fait de déménager de ville, de changer d'endroit, etc., de trouver des nouveaux repères pour X ou Y raison, tout ça, ça peut t'affecter. Même quand tu vas, tu vas au travail et que la situation au travail n'est pas bonne, etc., ça affecte aussi ton mental, ça te met aussi dans un brouillard, ça peut répercuter sur tellement de choses. Et quand moi, je perds ma grand-mère et que je me dis, tiens, ma mère, elle a plus de parents parce qu'elle est vraiment littéralement une orpheline, elle a perdu ses 2 parents. Moi, ma préoccupation, c'est de me dire, écoute, il faut que je sois là pour ma mère, que je la soutienne et que tu vois des gens venir faire des choses que toi, en tant qu'enfant, on t'a toujours dit, oui, tu sais, en moment de deuil, tu peux pas faire ci, tu fais pas ça, mais il y en a des gens qui sont là et tu dis... Donc, en fait, là, aujourd'hui, vous êtes venus pour tester, pour voir à quel moment je vais vriller, tu vois. C'est ça. Et c'est comme ça aussi que ça te permet de faire du tri dans les relations. Et dans la peine, t'as tes parents qui te disent oui, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit non, il n'y a pas de c'est pas grave. C'est même pas question d'être rancunière, c'est que moi, on m'a enseigné le respect de certaines choses. On me dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça, que je le comprenne ou que je le comprenne pas. Je me dis, les gens qui m'ont enseigné ça, je suppose qu'ils l'appliquent aussi. Mais si tu me montres littéralement, fais ce que je dis, pas ce que je fais, je suis aussi en droit, en tant qu'adulte, de dire, mais c'est pas quelqu'un de fiable. Bah oui, voilà. C'est pas quelqu'un sur qui je peux compter. J'ai vu cette vidéo de Bichilux. Je pense qu'elle intervenait dans un podcast, si je dis pas de bêtises, où elle disait que c'était le rôle des parents de montrer aux enfants les gens sur qui ils peuvent compter. Oui. Parce que oui, on va vous dire tantine, ça c'est tantine un tel, ça c'est machin, mais gna 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 gna, etc. Mais c'est pas toutes les tantines qui ont ton bien en mission. C'est pas toutes les tantines qui sont là pour toi pour dire ah ça, toi tu es vraiment ma fille, je vais vraiment faire ça pour toi. Il y en a qui sont là en mission pour te détruire. Parce que elles ont tellement la compétition et c'est aussi pour ça que je dis quand je dis la famille, je parle vraiment de la famille au sens élargi parce que pour beaucoup de familles dont les parents ont immigré, la famille ça devient les amis, même sans même forcément avoir immigré peut-être, c'est ta famille, c'est les enfants des amis de tes parents qui deviennent tes cousins cousines. On est tous frères sœurs cousins cousines. Il y a un mélange qui se fait. Oui. Mais il y a des parents qui comme ça, ils ont un esprit de compétition. Moi je me souviens et je l'ai vraiment senti quand mes frères ils ont commencé à passer leur bac. T'as des tontons, ton fils il a eu combien? Ah, il a pas eu la mention. En tout cas, moi il a eu la mention très bien. Hein. Ça veut dire Vous avez quel âge? Non, ça veut rien dire. Non mais franchement, ah, ta fille elle est... Ah oui, moi j'ai rencontré son copain. Vraiment c'est un garçon bien. Hein. Il est ingénieur. Ouais. Ah, mon gendre est ingénieur. Et tu dis mais vous... Et là on l'a évoqué dans plein d'épisodes. Cette carte parfaite où tu dois tout cocher. Et après voilà... C'est une chose que tu vas de faire subir cette pression-là à tes enfants, qu'on en pense ce qu'on veut, mais c'est aussi une autre chose de mettre ces enfants-là en compétition. Parce que toi, ça te crée des complexes et ça joue sur ta santé mentale, là où tu te dis, bah ouais, peut-être que moi je suis en retard, peut-être que j'ai pas fait assez bien. Non, mais moi je voulais devenir plombier, mais c'est vrai que je serais pas ingénieur, mais bon, voilà, est-ce que j'ai raté ma vie, est-ce que ceci, est-ce que cela, alors que pas du tout. En fait, vous allez commencer à nourrir des choses où vous allez vous dévaluer, etc. Et nous, après, ça va être notre travail de défaire un petit peu tout ce qu'on nous a appris quand on était plus jeune. Ouais. Et de se dire que, en fait, non, c'est pas comme ça. Et c'est très difficile. Mais en plus, c'est très cliché. Tu sais, quand on nous parlait de thérapie, de base, il y avait toujours ce truc de « Parlez-moi de votre enfance ». Et on rigolait, on se disait « Mais c'est bon, tout n'est pas lié à l'enfance ». Alors qu'au final, si, parce que tes parents, c'est vraiment tes petits dieux sur terre, en fait. Donc, tout ce que tu vas... Tout ce qui va former ta personnalité quand t'es enfant, quand t'es adolescent, il y a une grosse partie qui est liée
à l'éducation que tu as eue, à ce que tu as vu autour de toi, etc. Donc vraiment, quand on dit que c'est essentiel, c'est primordial d'avoir vraiment un environnement sain, tu sais qu'à l'âge adulte, quand tu vas déconstruire des choses, tu vas te rendre compte que, comme tu le dis, si tu as cet esprit de compétition, où tu n'as jamais confiance en toi, où tu n'as jamais l'impression que tu es capable de faire assez, on va commencer à creuser, tu vas te rendre compte que tes parents ils te comparaient tout le temps à tes cousins, tout le temps à tes amis, en te disant toi tu fais pas assez, toi tu fais pas ceci. Et c'est incroyable en fait comment toutes ces petites actions ont un impact. Et je pense que ma nature anxieuse, elle est vraiment vicieuse parce que j'arrive à un point où j'essaie de déconstruire ce qui a été fait pendant mon enfance, et en même temps que je suis en train de déconstruire, je suis en train de me rendre compte aussi qu'il y a certaines choses que j'ai mal faites avec mes enfants, où je me dis, je sais qu'à l'âge adulte, ça va me revenir en pleine face, et il faudra assumer. Parce que ça aussi, je trouve que c'est un aspect qui est très important pour pouvoir je dirais pas se reconstruire, mais pour pouvoir mieux se comprendre et mieux gérer ces problèmes-là, en fait. C'est le côté où tu peux avoir une conversation avec tes parents, une conversation honnête, où tu peux vraiment dire, mais tu sais maman, je me rappelle que quand j'avais tel âge et que tu me disais ça m'a beaucoup affectée. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, la voix intérieure que je vais entendre, elle va reprendre ce que tu me disais. Maintenant, si tu dis ça, et que ton parent il te dit, je me rendais pas compte, purée, franchement, je suis vraiment désolée, maintenant que tu me dis ça, je me rends compte que oui, ça a pu avoir un impact. Ça peut guérir des choses en toi instantanément. Mais si ton parent, tu lui dis ça et il te regarde genre, ok, d'accord, je suis la pire mère du monde, merci beaucoup. C'est ça. Ah, ça, la culpabilité, ça c'est l'arme préférée. J'ai envie de m'arracher les cheveux et du coup, je me dis toujours, d'ailleurs, il faut que tu te rappelles qu'un jour, avec les meilleures intentions du monde pour mes enfants, je sais qu'un jour, ils vont me dire certaines choses, ils vont dire, maman, quand tu faisais ça, on n'aimait pas et ça nous faisait tel effet, ça nous faisait tel truc et maintenant j'en paye les conséquences. Est-ce que je vais les regarder et je vais dire, alors là, vous êtes vraiment des enfants les plus ingrats du monde. D'ailleurs, oubliez-moi. Comme je suis la pire mère du monde, foutez-moi la paix, dégagez de chez moi. Genre, non, il faudra que j'assume, il faudra que je sois que je sois en mesure d'écouter ce qu'ils ont à dire et de me remettre en question aussi. C'est vraiment ce côté-là, en fait, qui je trouve, nous empêche de guérir sur certaines choses. Parce qu'au lieu d'avoir une conversation ouverte, tu sais, parce que je dis ça, mais peut-être qu'un jour, si j'étais capable d'avoir une conversation ouverte avec un parent et que je disais certaines choses et qu'eux aussi étaient capables d'entendre ça et de converser avec moi, peut-être que tu vas même te rendre compte que c'est pas forcément le parent qui était en tort et que c'est toi qui as interprété mal quelque chose. Ça aussi, c'est possible. Mais si on n'arrive pas à avoir une conversation ouverte, comment on va savoir? Oui, en fait, ce qui est très très difficile, c'est que tu peux pas... Quand nous, en tant qu'enfants, on essaie de déconstruire quelque chose, comme tu l'as dit, de chacun, il y en a certains qui vont faire de la thérapie, d'autres qui vont lire beaucoup. En fait, que chacun va essayer de prendre en main sa santé mentale. Ce qu'on va nous dire, c'est les choses que vous faites là, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Tu dis, peut-être que pour vous, ça sert à rien. Tu sais, c'est comme, on va te dire, t'as grossi, hein? Bon, tu manges bien, hein, ça se voit. Et on va te voir aller à la salle de sport, on va te dire, mais pourquoi tu vas à la salle de sport? Tu vas aller soulever des poids, ça va faire quoi? Tu dis, mais du coup, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie de... je sais pas, je veux peut-être perdre le poids que j'ai pris. Non, mais surtout que dans nos familles, là, on va nous dire, pourquoi tu vas avoir des muscles? Tu veux ressembler à un homme? Pourquoi? Franchement, tu vois, on va te dire des trucs comme ça, où tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais peut-être que toi, t'as envie de manger que des choses bio. Et on va te dire, oh, toi avec tes trucs bio là toujours tu exagères, tu veux faire les trucs, tu vas nous faire un pondou bio aussi. Je dis mais en fait vous vous rendez pas compte que vous déjà de base vous mangez bio, vous mangez c'est bio. Vous mangez bio, mais parfois on va te lancer des pics et quand tu vas leur envoyer tu dis mais en tout cas chez nous c'était pas comme ça. Tu vas peut-être t'intéresser à certaines choses où toi toute ta vie tu lis, t'es toujours enfermé en train de lire, hein, tu veux pas sortir un peu, t'es là tu dis mais si ça peut... Si je suis une personne introvertie, ou alors on va te dire tu sors, t'aimes pas rester chez toi. Moi c'est ça que j'ai compris, c'est juste, j'ai l'impression que c'est la manière de communiquer en fait. Au lieu de venir et de se poser et dire ah tu lis quoi comme bouquin et tout, c'est intéressant. En fait nous notre manière de converser c'est de faire des comment on dit, j'interjette tous les jours. J'interjette, tu lis, tu fais du sport, tu te coiffes, tu te maquilles. En fait c'est ça, c'est comme ça qu'on fait des conversations. On sait pas lancer la conversation d'une autre manière, il faut qu'on s'agresse.
C'est ça, et alors on est très très bon en répartie. Oui. On a vraiment, comme disent les Anglais, we quick with it. C'est que tu me bon, je te dis bon. Tac tac, contre-attaque, tu vois. Mais en fait, ce qui est très embêtant, c'est qu'à partir du moment où tu commences à travailler sur toi, et que tu vas leur lancer tu interprètes ce que je viens de dire comme ça, mais moi je l'ai dit dans ce sens-là, donc moi je suis folle. Moi, je suis fou. Voilà. Donc, le français que tu es en train de parler, c'est pas moi qui t'ai enseigné ça. Tu dis, mais non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que parfois, il y a certains mots qui peuvent être des déclencheurs chez toi qui ne le sont pas chez moi. Et c'est pas mais il faut se comprendre. C'est comme dans un couple, il y a des choses que pour toi sont très très graves et pour l'autre, ça ne l'est pas. Même pas forcément le couple, dans toute relation humaine. Oui, c'est vrai. Humaine, il y a des choses qui... Moi, je ne supporte pas qu'on garde des chaussures dans la maison. Il y a des gens, ils en ont rien à faire. Ouais. Moi, tu vas venir chez moi, tu vas garder tes chaussures, je vais commencer à vriller. Je vais dire, mais en fait, tu veux salir mon foyer. Tu me marches dessus. Ouais. Il y a des gens, ils vont se dire, non, mais c'est bon, tu peux garder tes chaussures. Et chacun doit connaître un peu ce qui peut faire vriller la personne qui est en face. Ce qu'on oublie souvent, c'est que en tant que parent, ton enfant est un être à part entière. Ouais. Les parents africains, j'ai l'impression qu'ils acceptent le fait que tu sois un être à part entière jusqu'au moment où ça vient défier leur autorité. Quand tu commences à les challenger un minimum, quand tu commences à leur faire comprendre que ok, vous m'avez élevé comme ça, mais personnellement, pour moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de ça. Allez, on oublie toute cette partie de toi, t'as besoin de te sentir bien. Il y a des parents qui le font très bien, et je dis pas qu'ils sont tous pareils, mais de mon expérience et de ce que je vois autour de moi et avoir discuté avec les gens autour de moi, c'est que tout est toujours très bien tant et aussi longtemps qu'on va dans leur sens, et dès qu'on va plus vraiment dans leur sens, c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. Ouais. Quand tu vois un psychothérapeute, un psychiatre ou quoi que ce soit, parce que là on parle de santé mentale et on parle vraiment sur des petites choses et je mets des gros guillemets pour dire ça, mais quand ça en vient que c'est de la maladie mentale où il y a des personnes qui vont être bipolaires ou des personnes qui vont être diagnostiquées dépressifs chroniques, etc., eux ils vont souvent te dire non, ça n'existe pas. Sauf que quand tu vas regarder dans ton histoire familiale, et je parle vraiment de l'histoire familiale directe de sang, tu vas te dire ah, mais en fait ton truc il était peut-être juste bipolaire. Ouais. Peut-être qu'il avait quelque chose et qu'il fallait l'accompagner. Ou il y a un tonton qui a disparu comme ça du jour au lendemain. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou il y a une tantine qui était toujours molle, qui avait l'air toujours triste. Tu te dis, ah, bah, peut-être qu'elle était juste dépressive et qu'elle n'a pas été soignée. C'est ça. Et quand on veut se mettre des œillères, parce qu'on ne veut jamais rien voir de mal, et quand il y a du mal, de toute façon, Dieu va nous aider. Bah, tu vois, ça c'est vraiment un truc. J'aimerais revenir sur ce que tu disais sur les systèmes qu'on a en place pour se soutenir. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis à nos traditions, à beaucoup de cultures africaines, on est très communautaire. On est très communautaire, on est vraiment dans l'entraide, etc. Il y a tout ce côté, comme on dit, Ubuntu, où en fait c'est que je suis parce que tu es, et en fait on doit tous s'entraider, sinon on n'existe pas. Et ben, quand tu parles du fait d'aider une femme qui vient d'accoucher en lui apportant la nourriture, en s'occupant des enfants, en s'occupant de telle et telle chose, je me dis en fait c'est intéressant parce que il y a ce truc où en fait tu te dis on est capable de savoir que dans certaines situations, une personne va être éprouvée mentalement au point où ça va l'impacter physiquement et elle ne pourra pas faire certaines choses. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de mécanisme en place. De la même manière qu'on va aider une personne qui vient d'enfanter, on va aider de la même manière aussi une personne qui est endeuillée. Parce que la détresse émotionnelle que tu vas avoir à ce moment-là, elle te paralyse. On ne peut pas attendre d'une personne qui vient de perdre un être cher de préparer à manger, de continuer à aller à travailler, etc. Donc on a conscience qu'il y a un aspect mental en fait qui peut avoir un impact sur le tout. On en a conscience, mais jusqu'à une certaine limite en fait. Et c'est vraiment ce truc où j'étais tombée sur une vidéo je pense que c'est une psychologue, une femme noire qui s'appelle Jay Doza, où en gros elle expliquait que elle, quand elle parle avec des personnes de la communauté africaine, elle essaie vraiment de dédiaboliser la thérapie, etc. Et en gros elle disait en fait nous
on est les spécialistes dans nos cultures et dans la religion, on trouve le réconfort. Et en gros, elle disait, il faut savoir trouver... il faut savoir combiner les deux, en fait. C'est vraiment des choses, si vous les combinez ensemble, ça va bien fonctionner. Donc, en gros, elle disait, là où la religion, elle va t'apporter le réconfort, le réconfort, la sérénité, genre la compassion dont tu as besoin, et ben la thérapie, elle va t'aider à comprendre. Tu vois, elle va t'aider à décortiquer certaines choses, etc., pour que ça ne se reproduise plus. Et c'est vraiment ce truc-là où j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire l'effort de comprendre que ces deux-là, ensemble, c'est un combo magique. On n'est pas obligé de se dire que parce qu'on part voir quelqu'un qui est psychologue ou quoi que ce soit, que ça veut dire que on remet en cause le fait qu'on puisse retrouver du réconfort en Jésus-Christ. Non, c'est pas ça qui est dit. Si vous avez déjà des choses dans votre culture qui vous permettent de vous sentir mieux, d'aller mieux, d'être soutenu, etc., personne ne vous demande de renier ça en fait. Mais il faut juste garder en tête qu'il y a d'autres outils qui peuvent vous aider à aller en profondeur. Donc là, par exemple, quand tu me dis ça, je me rends compte que oui, on est capable d'avoir ce réseau qui va t'aider à aller mieux, etc. Mais on va pas aller au bout. S'il y a une femme, en fait, qui, par exemple, arrivée à 1 mois après son accouchement, elle est toujours pas en mesure de reprendre sa routine et qu'il n'y a plus personne pour l'aider, et bien là, on va pas se dire peut-être qu'il faut qu'on creuse et qu'on se demande pourquoi elle n'y arrive pas parce qu'on l'a aidée, etc. Non, là, on va se dire, non, c'est une fainéante en fait. Elle se rendait pas compte que devenir maman, c'était telle responsabilité, qu'est-ce qu'elle nous fait? Personne va se demander, est-ce que c'est une dépression postpartum? On va pas prendre ça en considération. Et c'est ça que je trouve assez dommage. Et après, pour élargir un peu plus la conversation, pour sortir du conflit enfant-parent, etc., je sais que y a une chose, en tout cas, qui m'aide beaucoup quand je sais que je vais pas bien et que j'essaie de trouver un peu de soutien, etc., de personnes qui vont comprendre ce que je ressens, et ben je me rends compte que dans ces moments-là, bizarrement, moi, je suis persuadée que j'ai plus rien à donner, j'ai pas d'énergie, etc. Et ben, c'est les moments où j'arrive à faire preuve de plus de compassion et j'arrive à faire preuve de plus de, on va dire, d'attention. C'est comme si quand moi je vais mal, juste le fait de canaliser toute mon énergie à écouter les autres ou à rendre service aux autres, ça va m'aider aussi. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est un truc qui est une règle qui s'applique à tout le monde ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours eu l'impression que ça, c'était des trucs aussi qui m'aidaient à aller mieux. Et du coup, maintenant, depuis que je fais ça, la règle que j'applique, c'est que si je fais ça, et même en faisant ça, je vois que t'es toujours pas capable d'avoir la moindre compassion pour moi, et ben je sais que j'ai plus besoin d'envoyer mon énergie là-bas et je peux passer à autre chose tranquillement. Même si on s'aime, etc., on va s'aimer d'une autre manière, on va dire. Et j'aime bien ce fonctionnement-là parce que ce que j'aimais pas trop, en fait, avec ces discussions sur le fait de préserver sa santé mentale, etc., c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient ça comme une excuse pour négliger leurs amitiés, pour négliger certaines relations. Tu sais, de dire, ouais, mais moi, mon mental, etc., et c'est pour ça que si tu m'écris, je te répondrai pas avant 1 semaine, et c'est ok. Oui, mais même moi, santé mentale, et c'est pour ça que si on avait prévu d'aller à un endroit, etc., et qu'au final, je te donne plus de nouvelles et qu'on part pas, c'est ok, c'est parce que mon mental, etc. Et là, je me dis, non, là, on atteint des limites, en fait, pour moi, c'est pas correct. Et j'étais tombée sur un tweet d'une afro-américaine qui disait il faut normaliser le fait que si je suis pas dans un bon espace mental, eh ben je serai pas en mesure de faire signe à telle et telle personne pendant un certain temps. Et en réponse à ce tweet, il y a une autre femme qui lui a dit d'accord, mais normalise aussi le fait que quand tu sortiras de cette zone, peut-être que moi j'aurais plus envie de te côtoyer. Et franchement, je me suis dit, ça, c'est vraiment le truc. J'ai besoin que les gens comprennent ça, en fait. Parce que des fois, on prend les choses tellement personnellement. Genre, si toi, tu peux te permettre de t'isoler et d'ignorer les gens pendant un certain temps parce que tu sentais que tu n'en avais plus la capacité, tu peux pas t'attendre à ce que quand toi, tu reviens dehors et tu dis « Ouh, ça y est, j'aime la vie, je suis de retour, tout le monde venez vers moi !» Ben non, en fait, pendant ce temps, le temps va continuer à passer, etc. Et il faut que tu comprennes aussi que, littéralement, le monde ne tourne pas autour de toi, en fait. Donc il faut intégrer aussi que ça a un prix. Ça a un prix de se préserver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce truc où ils vont s'isoler, ils vont vraiment rester renfermés sur eux-mêmes et rester chez eux, etc.
franchement, si ça vous fait du bien, faites-le. Mais gardez en tête que ça a aussi des répercussions en fait sur la vie des autres. On peut pas être tout le temps Oui. en attente on peut pas être en attente comme ça, en fait, en suspens plutôt, je voudrais dire. On peut pas être en suspens dans une amitié, dans certaines relations et se dire c'est parce qu'elle allait pas bien à ce moment-là qu'elle m'a négligée. En fait, j'aime pas qu'on arrive à ce stade où les gens se permettent de vraiment faire preuve de négligence et de se dire oui, mais ça c'est parce que moi mentalement j'étais comme ça. Et d'ailleurs, je vois ça aussi avec beaucoup de personnes qui disent ouais, mais c'est parce que je suis neurodivergente, etc. Je me dis oh. J'aime pas quand ça devient ce genre de conversation où ça devient une excuse pour tout en fait. Oui, c'est ça. En fait, parfois j'ai aussi cette impression qu'il y a cette notion de mode, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se découvrent en ce moment parce que les gens y prêtent attention. Il y a des choses auxquelles on ne faisait pas vraiment attention, où on te disait que moi, l'exemple le plus concret que j'ai pour en parler, sans dire que tout le monde en fait partie, mais le spectre de l'autisme. Moi, quand j'étais plus jeune, on disait l'autisme, maintenant on parle du spectre de l'autisme, parce qu'on commence à prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont considérées comme autistes que toi tu le verrais pas, et d'autres qui le sont, et ça se voit, c'est flagrant, tu vois. Oui. C'est comme quand on parle des handicaps, il y a les handicaps visibles et non visibles. Donc je pense qu'il y a des choses aussi, on en parle beaucoup plus. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent mal et qui s'auto-diagnostiquent en mal. Il y a des personnes qui le font très très bien aussi. Je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un psychothérapeute parce qu'ils ont une formation pour ça. Et il y a des raisons pour lesquelles les gens ont des formations sur ces sujets-là. Et ce qui est... En fait, comme tu disais, c'est que on peut respecter le fait que toi, tu aies besoin de temps. On peut respecter le fait que dans ton énergie, dans ce que tu es capable de donner aux gens, tu as besoin de ce temps de pause. Mais comme on dit, il faut aussi respecter... Voilà, ce que je veux dire plutôt, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit dans d'autres épisodes, c'est le fait qu'on est dans une société où tout le monde est devenu tellement égocentrique, on n'accepte plus le fait qu'on nous dise non. Oui. On n'accepte plus le fait que les gens te tiennent responsable de certaines choses. On n'accepte plus le fait que les gens aient des attentes vis-à-vis de toi. Je veux bien qu'on remette tout en cause, qu'il y a des attentes qui sont disproportionnées. Mais moi, je suis désolée, on est amis, si on a rendez-vous à 19h et que tu me préviens à 18h55 que finalement, tu ne te sens pas de venir, j'ai quand même le droit d'être contrariée. Bien sûr. Et ça devient pas un truc du genre, oui, mais tu ne respectes pas machin. Non, j'ai quand même le droit d'être contrariée. Et franchement, alors, oui, quand tu lis certaines histoires en ligne, des fois, j'entends des trucs. Tu sais, des amis qui font silence radio. Et pendant la période où elle fait silence radio, quelqu'un décède. Et tu te manifestes pas. Parce que tu étais dans ta période où tu avais besoin de t'isoler. Mais avec quelle audace tu veux revenir dans ma vie ? Dégage. En fait, si tu vas mieux, tant mieux. Mais à un moment donné, faut aller se faire foutre quand même. Parce que vraiment... Non, mais et puis c'est comme on disait dans un des épisodes précédents où tu dis que ChatGPT te caresse tellement dans le sens du poil. Voilà. Que tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est tout à fait légitime, alors que non. Il y a des conventions sociales qui sont internationales que tu ne peux pas remettre en cause, en fait. Voilà. C'est que être un ami, tu auras beau le faire comme tu veux, c'est être là dans les bons et dans les mauvais moments. Ça, c'est international, ça a toujours été comme ça. Oui, et c'est sinon, être en bon terme, et c'est aussi être en ou mauvais terme. J'ai l'impression que les gens aussi ont tendance à oublier cette partie-là, en fait. Dans n'importe quelle relation, si même avec tes parents, tu peux être en bon terme ou en mauvais terme. Avec tes frères et sœurs, des fois, tu peux être en bon terme, et puis à un moment, être en mauvais terme. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas possible en amitié ? C'est possible. Vous pouvez être à une période où genre, vous avez pas envie de vous parler, où vous vous entendez pas bien, et puis ça va se rétablir. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc où l'amitié, c'est la relation la plus négligée parmi toutes les relations. C'est vraiment la relation serre-pierre, quoi. Genre, ouais, si j'ai ma famille, si j'ai l'amoureux de ma vie, etc. Mais fuck les amis, tu vois. Genre, elle passe en dernier, on s'en fout. On néglige à chaque fois. Ouais, mais le truc, c'est que dans le conflit, il y a de la place pour de l'amour, en fait. Le conflit, c'est pas besoin d'être quelque chose où vous êtes en train de vous fâcher et vous vous dites, c'est bon, je te parle plus. C'est ça. C'est aussi de la place pour se dire que, ok, là, je sens on n'est plus en phase, ou alors je ne te comprends plus, tu ne me comprends plus, on essaie de se comprendre. Et je sais que tout le monde en est capable, parce que on le voit, les choses qu'on est prête à supporter pour un mec,
Pourquoi on n'est pas prête à les supporter dans une relation amicale? C'est vraiment ce truc-là où je me dis, il y a des gars, ils peuvent vous faire les pires crasses, disparaître de vos vies, revenir, et vous allez être les personnes avec le... Vous allez être des mères Teresa avec la compassion et la bienveillance du monde entier. Mais dans d'autres aspects, on n'arrive plus à faire preuve de discernement, on n'arrive plus à se rendre compte que c'est possible. C'est vraiment cet aspect-là que je trouve dommage. Et c'est vrai que quand tu es suivi par un spécialiste de la santé mentale, ils vont parfois te laisser parler, etc. Mais parfois, ils vont te dire, mais là, vous vous sentez comme ça. C'est une chose. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de... j'avais vu ça une fois, c'était quelqu'un qui se plaignait d'une situation ou de je ne sais pas quoi. Et donc, tu vois le psychologue qui écoute, qui prend des notes et tout. Puis après, il dit, mais qu'est-ce que ça vous coûte de pas faire comme vous le souhaitez, puisque l'organisation veut que ce soit comme ça. Là, vous voulez aller vous battre contre... En fait, c'est comme si la personne se battait contre 20 personnes. Mais 20 personnes se sont mis d'accord sur un mode de fonctionnement, et il y a une personne qui te dit « Non, mais moi, je veux pas, c'est pas comme ça fait pas de sens, c'est gna. Et le psychologue dit « Mais du coup, ça vous coûte quoi, en fait, d'accepter que les 20 personnes veulent faire ça comme ça, et puis vous, c'est peut-être pas votre façon de faire, mais ça vous coûte quoi à vous de vous... Tu vois, de vous tordre un peu pour rentrer dans le moule que eux souhaitent, etc. Oui, mais non, machin. Oui, mais parce que là, vous êtes en train de vous plaindre. En attendant, les choses vont continuer d'avancer. Et vous êtes en train de vous mettre dans des états. Et il y a ça aussi. Il faut pas aussi penser à aller en thérapie en se disant que la personne va nous écouter, va forcément aller dans notre sens. C'est forcément quelque chose de désagréable. Le moment où vous voulez travailler sur vous, c'est toujours quelque chose de désagréable. En fait, il faut partir du principe qu'on va vous pousser dans vos retranchements. C'est pas quelqu'un qui va nous donner la main, en fait. C'est pas du tout ça. Hein. Non, tout à fait. Tout à fait. Et puis pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, parce que ce sont des vrais problèmes qui nécessitent un accompagnement médical, médicamenteux, etc. Il faut pas en avoir honte. Parce que l'idée, c'est quand même d'aller bien. Et on va bien quand on sait ce qui ne va pas. C'est comme quand vous allez... c'est pas le même niveau des trucs, mais si vous allez faire pipi et que votre pipi pue, vous aimeriez bien comprendre pourquoi soudainement votre pipi a une drôle d'odeur. Ouais, on va pas juste continuer tous les jours à se dire « Ah, l'odeur elle est bizarre » et puis on fait rien. C'est ça. Si un jour vous commencez à boiter un petit peu, vous allez essayer de comprendre pourquoi soudainement vous commencez à boiter. Est-ce que j'ai loupé une marche? Est-ce que je me suis tordu la cheville? Est-ce que j'ai fait un faux mouvement? Est-ce que je me suis cognée? Etc. Et ça c'est pareil. Quand vous sentez que vous êtes off, parce que vous vous connaissez quand même bien, c'est bon de savoir aussi, d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes off. Et parfois, c'est au-delà de votre personne. Ouais. Et il faut se faire accompagner. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ça fait partie de la vie. Tant que vous le savez et que vous arrivez à vous reconnaître. Parce que qu'est-ce qui vaut mieux? Il faut ignorer ce qui va pas chez vous et prendre le risque de se faire du mal. Ou alors savoir ce qui va et essayer d'avoir une vie où on sait ce qui ne va pas et composer avec. Exactement. Je sais pas. Non, franchement, j'adore. T'as fait un super flyer, là. Maintenant, si j'ajoute à ça le fait qu'on est en 2025 et que la place que prend mon téléphone dans ma vie, elle est catastrophique, franchement, je vais être honnête, hein, je me sens très, très, très fragile. Dans le sens où je pense que je vais bien, mais je sais que ça tient qu'à un fil, quoi. Là, mon bien-être, il ne tient qu'à un fil. Si j'ouvre la mauvaise appli, si je lis la mauvaise information au mauvais moment, je peux vriller, je peux être vraiment en train de me dire non, en fait, aujourd'hui, je ne peux rien faire, on va juste rester dans le noir, etc. On va rien faire. Genre, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cet état en ce moment, qui sont en train de se dire comment je fais pour déconnecter. Et j'ai vraiment... J'y réfléchis très fort en ce moment, pas seulement dans ma vie perso, mais même comment ça va m'affecter professionnellement, parce que la vérité, c'est que nous deux, même si on a envie de déconnecter, juste pour le thé noir, on est obligé de rester connecté. Donc, même quand on se dit, voilà, moi, je vais pas sur mon Instagram perso ou sur mon TikTok perso, il y a quand même des sollicitations sur Twitter, sur Insta, sur TikTok et tout, du thé noir ou par mail, etc. Et qui font que tu peux pas être dans ton cocon par moment. T'as pas le choix. Et surtout, comme on est
devenu une plateforme où on essaie un peu d'être une voix pour une minorité, et ben souvent aussi on reçoit, la plupart du temps on reçoit des trucs assez drôles, donc vraiment merci pour ça les filles qui nous envoient les blagues et tout. Mais il y a des moments où on t'envoie des trucs genre voilà, il y a telle femme noire qui a été agressée par la police, etc. Est-ce que vous pouvez relayer cette information et tout. Et t'as vraiment ce truc où des fois t'as envie de te préserver pour pas commencer à être dans une spirale. Mais tu reçois ces informations-là, tu sais que y a des gens aussi qui attendent qu'on en parle, qui attendent qu'on relaie, etc. Donc tu peux pas l'ignorer. Et j'avoue que il y a certains aspects maintenant qui font que au moins une fois par semaine, j'ai envie de tout supprimer de mon téléphone et juste avoir genre Candy Crush. Tu vois, vraiment, en fait, genre Candy Crush et les textos et puis c'est tout. Non mais le problème avec les téléphones, là on est tous hyper connectés comme tu l'as dit, c'est que on n'a même pas besoin d'aller chercher l'info, t'as juste à ouvrir ton téléphone et l'info est là. Il suffit que t'aies une application de news type Le Monde, Courrier International, n'importe quoi. Dès que tu te réveilles, t'as les pop-up. T'as les alertes, un tel est mort, réforme des retraites, démission du Premier ministre. C'est là que tu te dis, mais les mecs. T'as même pas le temps de digérer cette info que... Je sais pas, 2 heures après, il y a un nouveau cycle qui t'a envoyé. 2 heures, c'est même trop. Toute la journée, tout au long de la journée, tu peux avoir des choses avec des choses qui t'affectent plus ou moins. Là, en ce moment, moi, dans tous mes fils d'actualité, les infos qui reviennent, et je sais pas comment j'en suis arrivée là ou quoi qu'est-ce, mais là, c'est les féminicides. J'ai le décompte des féminicides. C'est insoutenable. Et je me dis, c'est horrible parce que c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. J'ai envie d'avoir les informations, mais l'environnement et les nouvelles sont tellement anxiogènes que quand tu vois ça en plus et tu vois tous les décomptes où tu te dis voilà, ça fait même pas 24 heures, mais là il y a une autre personne. Voilà. Et tu te sens impuissante quand tu lis les histoires. Ouais, et en plus ce qui me rend folle, c'est que sur les dernières histoires que j'ai vues, ce sont des gens qui ont signalé mais qu'on n'a pas écouté. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait ? Qu'est-ce qui ne va pas quand on te dit, attention, ça fait mal ? Et on te dit, oh ouais, ça fait mal, oui, t'abuses. Et en fait, finalement, tu te rends compte que la personne, elle est venue à la gendarmerie ou au commissariat 5 fois. 5 fois, on lui a dit, ouais, mais là, on n'a pas assez. Il n'y a rien de concret, on peut rien faire. Enfin, je sais pas, il est juste venu vous voir chez vous la nuit. Il a juste dégommé votre porte toute la nuit en disant, ouvre. Mais non, on peut rien faire, en fait. Il n'y a rien de concret, là. Ok. Et voilà. Et après, j'ai aussi toujours toutes les infos par rapport au Congo et ce qui se passe à l'Est au Congo. J'ai toutes les infos par rapport à ce qui se passe à Gaza aussi. J'ai toutes les infos avec ce qui se peut au Soudan. Toutes les infos aux États-Unis où ils arrachent les gens, soi-disant contrôle au faciès. Non, mais toi, tu dois pas être américain. Bim, les services d'immigration. On est en 2025 et il y a des rafles dans la rue. Voilà. Non, mais, des rafles. Tu sais que la vidéo... je vais partager 2 dernières vidéos qui m'ont beaucoup touchée. Une qui m'a particulièrement touchée, je l'ai envoyée à Ndaya, j'ai cru que j'allais pleurer, mais c'est plutôt positif. Et une autre très négative, et je vais commencer par la négative parce que vraiment, c'est une petite fille qui est autiste, qui a 5 ans, de parents d'origine hispanique, mais quel pays je ne saurais pas dire, malheureusement je suis désolée. Et en fait, t'as les gens de l'immigration américaine qui veulent faire sortir les parents de chez eux. Et ils gardent la petite. En fait, ils ont encerclé la petite. Ils ont dit, si vous voulez, parce que je crois que comme la loi elle est faite aux États-Unis, ils peuvent pas te contrôler tant que tu es dans ta maison. Il faut que tu sois sur un espace, un espace public où ils peuvent te contrôler. Donc ils ont séquestré un enfant. Donc, en fait, je sais pas si l'enfant est en train de jouer dehors, machin, etc. Eux sont venus et tu les vois en train de dire, si vous voulez qu'on vous rende votre enfant, venez nous donnez-nous vos papiers, on va vérifier. Après, dans l'histoire, tu te rends compte que le père a déjà été arrêté pour des méfaits, etc., etc. Ça, c'est une chose, et je peux l'entendre, etc. Moi, ce qui m'a perturbée dans cette vidéo, c'est que littéralement, t'as la mère qui crie, ma fille a 5 ans, elle est autiste, vous êtes en train de la mettre dans une situation de stress. Mais ils n'entendent même pas ça. Oui, là, on a affaire à des adultes. Des adultes qui se disent, c'est normal d'encercler un enfant. Voilà, pour appâter un mec. Et je pense que toutes les fins ne méritent pas tous les moyens. À partir du moment où tu passes
par un enfant et on te dit littéralement cet enfant est autiste, il faut pas, faites attention. Ils écoutent pas. Et ça, je trouve ça terrible. Et c'est aussi pour montrer que si tu vois qu'une partie de cette vidéo, dans le cycle de l'info, tu te dis « Ah mon Dieu, mais c'est des méchants. » Là, il y a un contexte, le mari a fait des choses répréhensibles. En fait, c'est ça aussi que je trouve qui est très anxiogène, c'est que tu vas avoir des bouts d'informations. Oui. Et quand tu vas rechercher un peu plus loin, tu vas être là, tu te dis « Ah oui, mais il y a un contexte à cette information. Mais comme on te fait des flashs de tous les trucs, etc. Ouais, voilà, on est la génération qui lit les gros titres, qui lit la une et qui lit pas l'article, quoi. Ouais. Voilà, et heureusement qu'il y a des gens qui prennent le temps de traduire un petit peu les choses, tu vois. Là, il y a un gros débat en France au moment où on enregistre cet épisode avec Nawel Madani qui a mis un coup de pied à un enfant de 6 ans qui finalement ne va pas aller enfin, il n'y aura pas de procès. Il y aura juste un truc où elle doit payer de l'argent à pas une association, mais elle a une petite somme d'argent à payer sous prétexte que elle a eu très peur qu'on voulait lui voler son sac à main. Voilà, donc tu vois ça, mais tu dis, s'il y avait eu que sa parole à elle, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a filmé ce qui s'est passé. Ouais, et c'est horrible de se dire qu'aujourd'hui on doit être vraiment des justiciers, on doit être nos propres justiciers en fait, genre, t'es là, il y a des bourreaux autour de toi, mais toi tu dois t'assurer que ta caméra elle est toujours activée, et même quand ta caméra elle est toujours activée, des fois c'est juste pour te faire justice une fois que tu seras mort. Voilà. Si jamais je meurs, au moins, voilà, j'ai les preuves sur mon téléphone, vous en faites pas. C'est horrible. Franchement, c'est vraiment horrible. Et la vidéo qui, moi, m'a fait beaucoup de bien ces derniers temps, où je me suis dit, bon, le monde est quand même un monde, il y a des trucs anxiogènes, mais parfois des moments qui sont très, très beaux. C'est un papy qui a ses 2 petits-fils qui sont chanteurs et qui viennent chanter de la musique... je sais pas. Je sais plus c'était quel folklore. Ouais, il chantait du folklore, mais je sais plus c'était d'où, mais c'était en espagnol. Il chantait du folklore, je sais pas de quel pays, je vais pas dire de bêtises. Et en fait, tu vois qu'aux premières notes, le papy s'anime. Ouais. Et tu vois qu'il revit l'étincelle. Toute sa jeunesse, de quand il était en train de danser, plus de 90 ans, le gars. Ouais, vraiment. Et la façon dont il embrasse ses petits-enfants après, tu te dis, mais ça fait du bien. Grave. Ça, tu te dis, c'est un environnement qui est bienveillant. Ils ont une relation tellement belle, ça fait du bien au petit cœur, vraiment. Mais ce genre d'infos, moi je le vois toutes les 20 vidéos. Est-ce que s'il vous plaît mon algorithme tu peux parce qu'en plus on te dit oui, mais c'est parce que c'est ce que toi tu regardes, etc. Mais je passe autant de temps à regarder des vidéos mignonnes que des trucs un peu fucked up. C'est exactement ce que je me disais hier, parce que je regardais des vidéos genre de chatons qui est en train de s'endormir dans des positions insensées, genre un chaton qui est en train de manger dans son bol de croquettes et puis il s'endort dans le bol, tu vois. Et après tu scrolles et t'as voilà pourquoi il faut arrêter de manger tel produit parce qu'il empoisonne les territoires de tel truc et tout, puis tu scrolles encore et là c'était le coup de grâce du mois, de l'année, je pense. Pour moi c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué, c'était cette vidéo où on t'explique qu'en Somalie, en fait, il y a une loi qui est passée pour interdire le mariage des enfants de moins de 18 ans. En 24 heures, les hommes ont soulevé le pays. Ils ont dit, vous nous faites sauter cette loi. En 24 heures, ils ont fait sauter la loi. Et en fait, c'est vraiment le truc sur lequel... Quand je te dis que je suis en spirale, des fois, ça a ses bons côtés. Hein, parce que, par exemple, si on va travailler sur un projet, etc., j'aurais tellement réfléchi à ça non-stop que j'aurais pensé à tous les aspects. Mais quand je vois des informations comme ça m'a fait spiraler d'une force où je me suis dit, en fait, on n'arrête pas de parler de, voilà, dans tel combat, c'est important d'avoir des alliés, etc., etc. Et comme tu l'as dit, la cause des femmes, c'est la cause qui te tire le plus à cœur. C'est pareil pour moi. Des femmes, des filles, des petites filles, etc. Et quand tu réfléchis à la condition de la femme dans le monde, in utero, on est déjà en danger. In utero, on va t'avorter parce qu'on veut pas avoir une fille dans certains endroits dans le monde. Tu nais, on te voit comme une charge. Parce que voilà, c'est pas l'enfant qu'on voulait, c'est pas le genre qu'on voulait. Dans certains endroits, on va te voir comme une charge. Dans d'autres endroits, on va te voir comme de la main-d'œuvre gratuite. Dans d'autres situations, on va se dire oui, t'as même pas besoin t'as pas besoin d'une éducation. On va constamment
te mettre en position de coupable, peu importe ce qui arrive dans ta vie. Il y a des pays où les meufs, elles se font violer, et pour l'honneur de la famille, on te marie au violeur. Genre, tous ces trucs-là. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo, non seulement ça parlait du fait que la loi a sauté en 24 heures, mais la vidéo était... la vidéo montrait en fait plusieurs situations où on voyait des mariages de filles qui étaient très jeunes, où je pense que la plus jeune, je te jure, l'aînée, on dirait elle avait 10 ans. Elle était enceinte. Merci. Oui, très bien. Et vraiment, j'ai vu le truc, genre une petite fille à qui on faisait une échographie, et je me suis dit, en fait, j'essaye vraiment, vraiment de toutes mes forces de faire preuve j'ai envie d'avoir de l'espoir, mais quand je vois ça, je me dis, en fait, il y a beaucoup plus d'hommes, je pense, dans ce monde, qui sont prêts à prendre des armes pour nous maintenir dans cet état, plutôt qu'on a d'alliés. Et franchement, toute ma vie, j'arrête pas de me dire non, Ndaya, il faut que tu maintiennes l'espoir, il faut croire en un meilleur avenir, etc. Et je me dis, mais en fait, partout dans le monde, et je me dis vraiment, on est super privilégié d'être là où on est maintenant, même si on vit aussi certains torts. Partout dans le monde, la condition féminine, c'est une catastrophe. Et non seulement c'est une catastrophe, mais il y a plein de gens qui sont prêts à mourir pour maintenir cet ordre. Et c'est vraiment le truc qui m'a fait vriller dans ma tête. Je me suis dit, donc là, il y a des grands monsieur, ils se sont dit, non, on veut continuer à engrosser des gamines, et on est prêt à prendre les armes pour le faire. En fait, pour moi, c'est une chose dans ta tête de te dire que tu penses que c'est légitime d'aller épouser des gamines, mais c'est une autre chose de te dire que c'est tellement important pour toi que faut que tu ailles prendre les armes, t'es prêt à retourner à un pays pour ça. Alors que dans d'autres endroits du monde, il y a des gens qui sont en train de faire des révoltes, genre à Madagascar, là, les révoltes qu'il y a pour l'eau et l'électricité. Au Népal, on a marre de la corruption. On veut juste avoir une vie saine, on veut juste pouvoir se laver tous les jours et pouvoir être un minimum connecté comme le reste du monde. Est-ce que c'est possible? Mais non, dans d'autres parties du monde, il y a des gens qui disent... Au Maroc, on se bat pour étudier. Pour étudier Au Congo, on se bat pour arrêter l'excision des femmes. Genre... on se bat pour arrêter les viols comme arme de guerre. Ouais. Et en fait, quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, il y a des vrais combats. Il y a des vrais combats, et je vois vraiment que, en fait, on est dans ce qu'on appelle l'apathie morale. C'était James Baldwin qui expliquait ça, qui disait que pour lui, en fait, le plus grand danger dans toutes les discussions sur la libération, c'est les gens qui font preuve d'apathie morale. Et je me dis... Ouais, en fait, on est dans ça. C'est vraiment genre, je fais le lien par rapport à ça avec le fait qu'on soit hyper connecté. C'est que, déjà, de un, je pense pas que notre corps et notre cerveau ont été créés de manière à être capables de digérer autant d'informations chaque jour, autant d'éléments, autant de complexité chaque jour. Et ça fait que ça nous met tous dans une sorte d'état léthargique, en fait. Et c'est vraiment le truc qui me rend malade, où je me dis, ok, il y a des injustices partout, etc. Normalement, à partir du moment où il y a des choses qui deviennent insoutenables, le peuple est censé se lever, etc. Et je vois que ça se fait dans certains endroits, et je vois que ça n'a pas d'impact. Et franchement, c'est en train de me rendre malade. C'est vraiment en train de me rendre malade, où je me dis... Je pense qu'il faut que je jette ce téléphone dans l'eau, il faut que je le laisse se noyer, qu'il disparaisse quelque part, et que les seules informations qui vont parvenir à mes oreilles, c'est ce qui se passe genre, dans mon quartier, dans mon petit village, et fin. Ouais. J'essaie vraiment, en fait, là, je lance vraiment une bouteille à la mer. Si vous avez des solutions, si vous avez quelque chose, n'importe quel conseil pour retrouver l'espoir, je suis preneuse. Parce que là, vraiment... c'est le truc qui m'a achevé vraiment. Je sais pas si je verrai quelque chose de pire, en fait. J'espère que non, mais je pense qu'on a vu assez d'images assez traumatisantes dernièrement pour se dire que, ouais, en fait, notre cerveau, il peut pas. C'est Matt Santel, tiens, moi, je pense qu'il est pas capable de gérer autant d'informations mauvaises. Autant d'horreur, ouais. Il peut. En fait, autant d'horreur, on n'est pas simulé pour ça. De la même façon qu'on se dit qu'il y a certaines informations que tu peux pas donner à ton cerveau avant un certain âge parce que ton lobe frontal n'est pas assez développé pour comprendre certaines informations. Là, j'ai l'impression qu'on est littéralement dans un épisode de Black Mirror. Ouais. La dernière saison de Black Mirror, je pense que je l'ai déjà dit, je n'ai pas pu la regarder sereinement parce que c'est trop près de la réalité. Il y a trop de choses qui se passent dedans. Je me dis, mais ça peut arriver demain, en fait. En vrai, de vrai, ça peut arriver demain. Et c'est pour ça que
s'il y a un truc, c'est que j'encouragerais tout le monde à faire des checks sur les iPhones maintenant, de temps en temps. Enfin, moi, j'ai eu le pop-up 3 fois parce que je l'ai ignoré. Faites le test de la santé mentale. Pour que ça devienne un pop-up dans ton téléphone. Où tu dois répondre à des questions en te disant... Et à la fin, on te dit... Tu as l'air plutôt stable. Mais si tu sens telle chose, n'hésite pas à prendre contact avec un professionnel de la santé. La journée mondiale de la santé mentale, c'est le 10 octobre. Y a chaque pays qui a aussi son mois de la santé mentale. À la télé, je pense que je n'ai jamais vu autant de pubs qui parlent de la santé mentale. Il y a tellement de choses qui se passent où on dit de faire attention, même dans les maternités, sur les postpartum, les baby blues, etc., etc. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est fait dans le sens de n'hésitez pas à parler. Notre plus grande ennemie, c'est nous-mêmes et notre entourage. Parce qu'ils vont te dire, ah oui, mais elle abuse, ça fait 3 semaines qu'elle ne sait pas laver. Une personne qui normalement est assez coquette et qui soudainement change complètement. Même si la force de se laver, il faut se poser des questions. Bah oui. Il faut se poser des questions en fait. Il ne faut pas qu'on soit dans le jugement. Parfois, il faut accompagner les gens. Le jugement, ça va rien faire, ça va pas aider en fait. Et faire preuve aussi de cette compassion et d'empathie vis-à-vis des autres. Et c'est quelque chose qui manque cruellement. On manque cruellement d'humanité. On peut, on l'a dit dans beaucoup d'épisodes, c'est pas parce que je vais soutenir la cause de peuples opprimés que j'ai envie que les autres meurent. Il y a quand même une autoroute entre les deux. Tu peux dire que moi, cette cause-là, ça me fait mal au cœur, mais ça veut pas dire que je suis contente que... voilà, je vais dire que moi, ma cause, c'est de défendre l'éducation pour les jeunes filles. Ça veut pas dire que j'ai pas envie qu'on éduque les jeunes garçons. Il y a ce côté de très... où tout est très... comment on dit ? J'ai oublié le terme. Mais très simpliste, on va dire. Oui. Où tu peux pas être A et B, tu dois être A ou B. Pourquoi je veux dire manichéen ? Bah non, en fait. Merci. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris dans ce monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde. Il y a beaucoup de personnalités dans ce monde. Et en toute honnêteté, moi je pense que les gens qui te disent ce genre de choses, c'est des... pour moi, c'est des agents de la distraction. C'est vraiment le truc que j'ai compris, c'est que peu importe la conversation que tu vas avoir, quand on parle de la police tue les minorités, etc., on va te dire what about black on black crime? Et la personne qui te dit ça, elle s'en fout. Elle s'en fout des crimes noirs entre noirs. Elle s'en fout, c'est juste de la distraction. C'est tout le temps, je veux que tu arrêtes de parler de ça parce que ça me met mal à l'aise, donc je vais détourner la conversation. On va parler d'autres choses. Ouais, non vraiment, là j'ai atteint un stade où je me dis que on est assez adulte, ou on est assez mature pour avoir des conversations nuancées. Et si t'es pas capable de ressentir ça, vraiment, en fait, on va s'insulter. On va juste s'insulter et on va et moi, je vais avancer. Ouais, j'ai plus cette patience-là. Ouais, on n'a pas besoin. Prenez soin de vous et perdez pas de temps à essayer de justifier X, Y ou Z parce que ça aussi, ça va vous bouffer l'intérieur. Franchement, faut choisir vos combats. Et c'est ce truc où on doit être partout, tout le temps et faire tout en même temps, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Que chacun choisisse ses combats, que chacun aille bien dans sa tête. C'est déjà un gros début. Et après, le reste, on verra. Moi, j'ai pas le temps de discuter avec Georgette sur le fait que moi, j'ai envie que les enfants aillent à l'école et qu'elle me dise « Oui, mais tu te rends compte, si tous les enfants vont à l'école, comment on va payer les impôts ?» Non, c'est ça. Non, j'ai pas envie. À chaque problème, sa solution. Moi, je défends une chose, le reste, on verra après. J'ai pas envie de justifier pourquoi je suis prête à aller chez le psychologue chaque semaine parce que j'ai besoin d'extérioriser certaines choses. Mais oui, mais tu peux me parler, moi. Je suis ta mère, je suis ton père, je suis ton frère, je suis ta sœur. Non, je peux pas. Ce qui te traverse l'esprit. Je sais déjà. Je te jure. Non, mais tu vois, j'ai besoin d'objectivité. J'ai pas besoin de quelqu'un qui sera là, mais oui, tu es belle, tu es forte, ça va bien se passer. Et les autres, ils sont tous méchants. Voilà. Non. Voilà. Parfois, il faut qu'on nous mette des coups de pied aux fesses. Je te jure. On est parti tellement dans tous les sens, mais je pense vraiment que on aurait pu continuer encore 3 heures, hein, vraiment. Mais c'est ça. Finissons sur une note positive, quelque chose.
quelque chose. quelque chose de positif. Ouais. Sur les réseaux, je vois beaucoup ce coach qui s'appelle Sawa Coach, je pense. Ah ouais, Qui est franchement un excellent. jeune homme nord qui filme ses séances, qui est coach sportif et qui filme parfois ses séances avec les personnes âgées, où il leur fait faire un peu de sport. Et je trouve ça très mignon. Je suis retombée sur une autre vidéo d'un autre garçon aussi qui est coach sportif. Et sa maman se plaignait tout le temps qu'elle était, elle était fatiguée, que machin, je sais pas quoi. Et que, bon, ça à Sarcelles, il me semble. Et en fait, il a décidé de faire des cours de sport en bas des tours. D'abord, il y avait sa maman, puis sa maman, elle a invité une copine, puis machin, puis ceci, puis cela. Et finalement, t'as un petit groupe de femmes qui disent oui, on est tout le temps à la maison, on fait à manger, on fait le ménage, on va chercher les enfants, mais on n'est pas très, très actives. Et c'est vrai que ça nous fait du bien. Avant, j'avais mal au dos, mais maintenant, ça va mieux depuis que je fais tous ces petits exercices 2-3 fois dans la semaine. T'en as même une qui faisait 1 heure de transport pour être là, et qui disait en partant, ouais, je reviendrai pas. Et il dit, je sais que tu vas revenir demain. Elle dit, ouais, je sais aussi que je serai là demain, mais j'aime bien dire que je reviens pas, parce que là, c'était trop dur aujourd'hui, tu vois. Et je trouve que ça, c'est des belles initiatives, c'est des beaux... c'est des choses comme ça que moi, je veux voir sur les réseaux. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, sur cette note, attends, avant que je passe à qu'est-ce qui nous rend heureuse, j'aimerais quand même faire un appel direct aux auditrices. Parce que je sais qu'on parle, mais on a vraiment besoin de savoir si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment de l'épisode et avoir votre ressenti. Donc, je suis en train de réfléchir à quels commentaires vous pourriez mettre dans l'épisode sans trop révéler. Genre, si votre santé mentale, vous pensez qu'elle est fragile, vous mettez un emoji. Mais genre, ce serait quoi un emoji qui représenterait une santé mentale fragile? Et ce serait quoi un emoji qui représentait une santé mentale correcte? J'essaie de trouver un truc, genre, est-ce qu'on met un pouce ou est-ce qu'on met un truc un peu plus cryptique? Le trèfle à 4 feuilles, pour dire que ça va. Il y a un emoji pour ça? Ah, trop bien. Oui, il y a un emoji trèfle à 4 feuilles. Et la rose, parce que je trouve que les roses, c'est très fragile comme fleur. C'est très joli, mais c'est très fragile. Ouais, j'adore. Alors, si vous pouvez commenter, voilà, soit la rose, soit le trèfle à 4 feuilles, pour réagir à la conversation qu'on vient d'avoir. Et puis, si vous voulez en discuter plus en détail, on revient sur Instagram et par email. Et voilà, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, Néné? J'ai fait mes ongles toute seule. Yeah! Et j'ai fait mes ongles, Gelix, etc. Alors je recommande pas de suivre mes techniques. J'ai regardé je ne sais combien de vidéos, combien de tutos, mais en début d'année, j'avais pris la résolution d'être capable de le faire toute seule. J'ai réussi à le faire toute seule. C'est des économies, hein. C'est des bonnes économies, ça. Oui. Ouais. Petit investissement au départ, mais très petit parce que grâce à notre ami Amazon, on peut trouver tout pas très cher. Mais ouais, ça fait son petit effet et ça fait du bien de se dire j'ai un truc que je m'étais dit en début d'année que j'ai réussi à faire. Donc, et d'avoir des ongles là, ça me fait un petit effet. La seule chose qui me plaît pas trop, c'est que je pensais que ça allait être un chouille plus foncé la couleur. Mais ça fait son effet. Au moins, je vais voir comment ça va vieillir, je vais voir comment on va survivre ensemble et vivre les prochaines semaines. Mais je suis contente, ouais. C'est ça qui me rend heureuse en ce moment. Trop bien. On fait pousser les ongles, on fait pousser les cheveux, on ressemble à une Barbie. Je suis back in my Barbie bag. Yes, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on te souhaite. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Moi, en ce moment, la bibliothèque municipale de ma zone, franchement, je trouve qu'elle est excellente. Il y a plein d'activités pour les enfants, il y a plein d'activités pour les adultes aussi. Je trouve que même les options qu'on a sur les emprunts, je pense que je peux emprunter jusqu'à 15 livres par mois. Wow. Ouais, donc franchement, là, en ce moment, on saigne les cartes de la bibliothèque, c'est abusé. Et vraiment de tout, tu sais, on prend des comics, on prend des romans, on prend des trucs historiques et tout. Enfin, il y a vraiment de tout et je suis super contente. Je suis contente que ça existe encore. Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de digital. Je sais que moi, je suis devenue aussi très habituée à écouter des audiobooks. Mais c'est important. Franchement, vu l'ère qu'on est en train de vivre, la manière dont tout est policé, je pense que c'est vraiment important de se constituer chacun une sorte de bibliothèque à la maison. Et quand je dis bibliothèque, je veux dire
des archives de tout, en fait, que ce soit des livres, que ce soit des CD, des DVD, des cassettes, enfin, de vraiment commencer à se constituer une sorte d'espace où on a nos archives physiques, parce qu'on est vraiment à une ère où, en fait, on va constamment remettre en question la vérité, on va constamment se demander où se situe la vérité, et c'est vraiment le truc, en fait, en ce moment sur lequel j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir accès à l'information, parce que je pense que c'est vraiment un truc qu'on a pris pour acquis. Le fait d'avoir accès à autant de savoir aux bons endroits, j'ai envie de vraiment insister là-dessus. Donc en ce moment, c'est ça que je fais. Je me dis, voilà, je suis à la bibliothèque, j'emprunte un tas de trucs. Et si je me dis que ça, j'aurais envie de le revisiter, je l'achète. Et maintenant, ça fera partie de ma collection permanente, puisque maintenant, chez Ndaya, c'est un musée. Il y aura la collection permanente. Et vraiment, genre, si je peux vous inciter aussi à faire ça, je vous inciterai aussi à continuer à partager des choses entre vous, entre proches. Tu sais, c'est vraiment un truc, tu sais, c'est tout bête, mais j'aime trop quand on se rend visite et tu regardes l'étagère de quelqu'un et tu dis je peux t'emprunter celui-là, je te le ramène la prochaine fois qu'on se voit, etc. De la même manière qu'on se prête des fringues, prêtez-vous aussi ce genre de choses, des bouquins, des DVD, des trucs, enfin, c'est important. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi en digital, qui gardent des archives de documentaires, etc. sur des drives. Et franchement, j'adore ça. J'adore l'idée de préservation de toutes ces œuvres. Donc voilà, c'est ça qui me rend heureuse en ce moment, c'est d'avoir accès à pléthore de savoir. C'est bien. Voilà. Ouais. Oh, dodo. Eh ben, c'est très... Dodo. On va couper ça au montage. Eh bien, après avoir passé tout ce temps avec vous à essayer de survivre et pas vous tousser dans les bronches, permettez-nous de raccrocher le micro et de vous souhaiter prendre du gingembre. Tous une très très bonne écoute. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toutes celles qui religieusement nous envoient des blagues à partager le matin. C'est vous notre petit bonheur quotidien parce que ça nous permet de rire et de partager un peu de joie dans ce monde. Bien, comme l'a dit Ndaya, on est dispo pour parler aussi si vous le souhaitez. Mais surtout, n'hésitez pas à contacter des professionnels. On vous mettra aussi des liens vers des applications, des listes de professionnels que vous pouvez contacter parce que nous sommes que des humaines. On peut être une oreille attentive, mais s'il y a quelque chose d'un peu plus important, malheureusement, nos compétences s'arrêtent là. Donc voilà. On se donne rendez-vous donc sur Instagram pour les blagues et pour discuter. Sur Twitter pour débattre et pour se rendre fou, sur Discord, sur Not Gonna Lie. Sur Discord bientôt, les mecs manifestent. Sur Not Gonna Lie, si vous voulez nous parler de manière complètement anonyme et que vous êtes gêné, que vous avez peur qu'on puisse vous retrouver. Oui, sur Twitch pour des live streams. Non mais arrête. Et sur Email, et si on veut se parler longuement. Mon cerveau c'est du gruyère. Elle est fatiguée. Voilà. Libérez Néné. C'est du voilà, libérez-nous. Merci à toutes et à tous pour l'amour que vous nous apportez au quotidien. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Bye.